Bonjour à tous, bienvenue sur Cut It, votre émission de coiffure préférée. Aujourd'hui, je suis avec François, 28 ans, originaire de Bretagne. Il monte sur Paris pour ouvrir ses 2 salons. Il vous fait rire sur les réseaux sociaux, vous l'avez tous vu, c'est obligatoire. François, comment ça va ? Ça va super et toi ? Bah, ça va super aussi. C'est un plaisir de te recevoir. Moi aussi, je suis très content. Plusieurs raisons. La première, c'est que tu es le premier coiffeur qu'on reçoit. Quand je dis coiffeur, on va rentrer un peu plus dans le détail après dans le podcast, mais là aujourd'hui, il y a des différences qui se créent, barbeur, coiffeur, machin. Aujourd'hui, je suis content de te recevoir pour pouvoir débattre un peu de ça avec toi. Présente-toi très rapidement. Ouais. Et ben moi je m'appelle François, du coup j'ai pas encore 28 mais je t'ai vieilli. J'ai 27. Je viens de Bretagne exactement, ça fait 6 ans que je suis monté sur Paris. Je suis monté sur Paris du coup pour le travail forcément, pour les opportunités. Et puis après j'ai ouvert mes salons et voilà, maintenant j'ai ma petite vie ici donc je me vois pas repartir maintenant en tout cas. Ok, bah c'est cool. Dans ce podcast, on va aborder plusieurs sujets, donc tu vas nous raconter un peu ton parcours. Tu vas nous raconter pas mal d'anecdotes aussi, notamment avec Monsieur Provost, Monsieur Franck Provost. Je pense que t'es un des rares jeunes à l'avoir rencontré. Donc c'est lourd, c'est stylé. Et on va discuter aussi de plein de sujets aussi en parallèle, coiffure mix, barbeur, création d'entreprise, aussi de ce que tu penses de la formation en coiffure aujourd'hui et tout. On va démarrer directement par ton parcours dans la coiffure. Tu as fait ton CAP et ton BP, c'est ça ? C'est ça, exactement. En Bretagne ? Classique, ouais. Okay. CAP, BP. Donc raconte-nous un petit peu, vers quel âge tu as commencé ? En fait, moi j'ai mes parents qui étaient coiffeurs, qui avaient des salons de coiffure, donc ça m'a donné une direction un peu pour après. J'étais pas non plus trop scolaire, je savais que le lycée c'était pas trop pour moi, j'avais envie d'attaquer direct, donc vu que j'avais vu un peu mes parents dans une profession, ça m'a un peu drivé entre guillemets. Okay. Donc j'ai commencé mon CAP en école privée et après j'ai fait mon brevet professionnel du coup en alternance dans un salon en Bretagne du coup où là, moi je savais déjà j'avais l'idée déjà d'ouvrir un salon, donc je savais que encore le BP était obligatoire pour ouvrir un salon, donc j'étais passé par la case obligatoire. T'étais déjà dans une idée en mode faire de la coiffure mixte ou tu savais pas trop encore ? Ouais, parce que quand j'ai commencé la coiffure, le monde barbeur ça existait pas trop encore. C'était vraiment il y avait vraiment que coiffure. Et puis moi j'avais commencé un métier artisanal plus dans l'idée d'entreprendre, tu vois, plutôt que le métier manuel en lui-même, tu vois. Moi, l'idée, en gros, c'est pas venu directement en mode passion, c'était plus un délire en mode je sais que je peux faire un truc là-dedans. Exactement. Parce que par rapport à tes parents, tu m'as dit... Ouais, et puis je trouve ça a été assez simple de se détacher, tu vois. Je suis arrivé en CAP, j'étais le seul garçon dans une classe où il n'y avait que des filles, tout le monde était un peu le même profil, et j'ai réussi à me détacher, tu vois, assez rapidement. Tu t'es dit en gros, je peux faire un truc de mes mains, comme ça je dois rien à personne. Exactement, c'est ça. Ouais, c'est stylé, c'est pas mal. Du coup, CAP à 16 ans, classique. CAP à 16 ans et BP direct. Ok. Donc du coup, tu passes tes diplômes de coiffure en Bretagne, ensuite... Tu décides de monter sur Paris ? Alors ouais, en fait, on vient me débaucher, on me contacte entre guillemets parce que du coup, il y a un gros groupe de la coiffure qui qui ouvre une franchise barbier et ils recherchent un coiffeur du coup qui va pouvoir former en fait à cette marque-là. Donc ils me contactent, ils me font venir sur Paris, ils font les essais, ça se passe bien et voilà, j'attaque du coup formateur. Pour ce gros groupe. Qu'on connaît tous. tous. Ce gros groupe, c'est Provalence. Exactement. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est Provalence pour ceux qui connaissent pas du tout ? Moi, personnellement, je connaissais pas trop. Enfin, j'avais entendu dire qu'il y avait un gros groupe qui dirigeait un peu toute l'industrie de la coiffure. Parce que les gens, ils connaissent, tu sais, un peu genre Franck Provost, Jean-Louis David, sans trop se dire qu'en fait, c'est tout centralisé, tu vois. Ouais. Donc, en gros, c'est le deuxième plus gros groupe du monde. Voilà, c'est... Et après, j'ai pas tous les détails, toi, de te dire il y a combien de temps ça a été créé, tout ça. Mais Provalence, ça réunit. Il y a Franck Provost. Il y a Franck Provost, Jean-Louis David, Fabio Salsa, Intermed, The Barber Company, Coiffenco. Et après, il y a des marques qui sont pas mal numéro 1 aussi dans des villes en Europe, comme en Espagne, aux Pays-Bas, des choses comme ça. Mais je me rappelle plus des noms. C'est un très gros groupe. Ouais, après, ça a été du rachat, tu vois. Ça a été des rachats de marques. Les mecs, ils sont arrivés, ils ont dit, tiens, la marque, elle est à vendre, on prend, tu vois. Et puis, en vrai, c'est du génie. On en reparlera un peu plus tard dans l'émission, mais voilà, c'est eux qui dominent un peu. Si tu détaches la partie business et la partie artisanale, passionnée coiffure,
dans les deux, il y en a un, tu vas te dire c'est un génie, l'autre, tu vas te dire bon, bah voilà, c'est un enfoiré parce qu'il a industrialisé le truc. Pas un enfoiré, mais. Mais non, parce que c'est pas une personne en soi. Non. C'est pas une personne, mais en gros, ProValence, ils ont créé un empire. Un empire. Qui s'auto-concurrence. Ils ont créé ouais, exactement. C'est-à-dire qu'ils ont pris des cellules, des locales, des commerces dans les axes principaux, dans les centres commerciaux, vraiment dans les endroits stratégiques. Et puis après, ils achetaient celui d'en face. Et puis du coup, la cliente, toi, à l'arrivée, peu importe où elle allait, elle allait chez la même personne. Ouais, parce que toi, tu te dis, bon, vas-y, Jean-Louis David, il n'y a plus de place, je vais aller à Fabio Salsa, en face. Ouais. Parce que c'est souvent le cas. Ouais, c'est même pas ça, c'est qu'en fait, les enseignes ont des choses bien particulières. Tu vas chez Fabio Salsa, ça va être spécialisé dans les cheveux bouclés. Tu vas aller chez Franck Provost, ça va être leur gamme un peu haut de gamme. Tu vas aller chez Intel, ils vont avoir une autre spécialité. Donc en fait, peu importe toi, le type de cheveux que tu as, ce que tu recherches en gamme de prix, tu vas trouver chez eux. Ouais, c'est incroyable. Donc, voilà, on peut pas. Aujourd'hui, on peut en dire ce qu'on veut, tu vois, mais pour moi, c'est du génie, personnellement. Oui, il y avait une idée à la base qui était bonne. Ouais, bon, c'est incroyable. On reviendra dessus un peu plus tard dans le podcast parce que c'est une partie super intéressante qu'on va développer ensemble. Du coup, pour revenir à ton parcours, du coup, tu montes sur Paris pour être formateur. Exactement. Pour The Barber Company. C'est ça. Donc, The Barber Company qui appartient à ProValence. Et à côté de ça, je forme aussi toute la partie homme de tous les salons, du coup. De tout le groupe ProValence. Tout le groupe, exactement, multimarque. Ok. Ça se passe comment pour toi, cette aventure un peu de formateur? Parce que du coup, tu es très jeune. Ouais. Tu dois former des gens un peu plus vieux que toi et tout. Ça se passe comment, cette période de ta vie? Ça a été ultra formateur pour moi dans le sens où j'arrive, j'ai 22 ans, je suis un profil timide, introverti, qui est pas à l'aise face à un groupe et quoi que ce soit. Et là, en claquement de doigts, on va me dire, on va te mettre un groupe devant toi, tout seul dans une pièce, sans un bruit, il va falloir que tu parles, les gens t'écoutent et soient intéressés. Donc ça a été un bon apprentissage, tu vois, mine de rien, ça m'a permis de m'ouvrir, voilà. Et après, il y a l'autre côté de la raison pourquoi je suis parti, c'est que c'est un milieu de la formation, tu vois, où on embauche que des coiffeurs, on va leur dire tu vas être formateur, tu vas faire que ça. Donc dans la tête des gens, le formateur, c'est un statut au-dessus du coiffeur parce qu'il forme les autres. Et je pense que ça monte un peu, des fois, un peu à la tête des gens. Et le problème, c'est que quand tu mets plein de stars dans le même endroit, ça peut exploser des caractères, parce que du coup, il y a plusieurs formateurs pour un groupe, c'est ça? Il y a plusieurs formateurs pour une marque, ouais. Pour une marque. Donc ça veut dire qu'en gros, par exemple, toi, tu peux être amené à former tel salon et 3 mois plus tard, c'est un autre formateur du même groupe qui vient et il va dire ouais, mais non, il t'a dit de la merde. Oui, ça peut être ça, exactement. Ça peut arriver. Donc, tu as toute la partie sociale à gérer, la partie un peu les caractères et tout ça qui sont un peu compliqués. Dans la coiffure, quand même, il y a quand même une partie d'ego. Moi, j'arrive, j'ai 22 ans, tu vois. Donc, à 22 ans, d'un côté, j'ai mon caractère un peu de jeune, tu vois. Ouais. Mais je suis face à des mecs qui ont 50 ans, tu vois. Ça fait 30 ans qu'ils sont dans la boîte. Ouais, c'est dur de... Parce que du coup, The Barber Company, c'était... c'était le tout début, moi, pour eux. Donc, moi, j'ai pas trop d'impact, mais c'était plus dans les autres marques, parce que vu que j'intervenais dans les autres marques, je voyais les autres formateurs, tu vois, et j'étais tout jeune. Est-ce que j'étais légitime d'être ici, tu vois, j'ai du mal à... Et même après, moi, la question que je me pose, c'est par exemple, peut-être vous le savez pas tous, mais par exemple, The Barber Company, moi, dans ma ville, avant, c'était Fabio Salsa, ils ont juste changé l'enseigne. Ouais. Comme on discutait un peu avant l'émission, ils ont changé les polos. Ils ont gardé les mêmes personnes dedans. Mais c'est les mêmes coiffeurs. Donc quand t'as Gérard, 50 ans, qui était à Fabio Salsa depuis 30 ans et qui faisait que de la coupe un peu classique et tout, et on lui dit vas-y, maintenant tu vas faire des barbes, des dessins et des décolos et machin. Ouais. En gros, ils te les envoyaient au centre de formation, et ils te les formaient pendant 4 jours. Et après ces 4 jours, ils commençaient à changer de polo. Ah, c'est waouh. Ouais, c'est une méthode. C'est une méthode, on en reparlera. C'est intense. C'est une méthode. Donc du coup, tu fais 1 an en tant que formateur. Exactement. Ensuite, tu as envie de changer un peu d'air et tout, t'es jeune. J'ai envie d'ouvrir un salon après. Je reviens à mon idée de pourquoi j'ai commencé ce métier. Je tombe sur une annonce sur Facebook. Tu vois, je m'interroge, machin. Je vois beaucoup au Canada, aux États-Unis. Tu vois, je vois le fonctionnement. Les mecs, ils jouent, ils louent des fauteuils. Tu vois, ils sont freelance. Nous, en France, ça n'existe pas trop encore. Personne n'en parle. C'est même pas trop légal encore. Là, je tombe sur une annonce sur Facebook d'un mec qui a un salon, qui en a un peu marre et qui marque tiens, j'ai des fauteuils, je le loue 1 000 € par mois. Je me dis, tu sais quoi, je vais aller le voir, le gars, je vais voir qu'est-ce qui se passe, tu vois. Je te donne 1 000 €, après, je fais des clients, c'est pour moi. Ça veut dire qu'en gros, tu démarres le mois, tu lui donnes 1 000 € à l'avance? Ouais, 1 000 €, j'arrive, et je lui ai fait un virement de 1 000 €. Ah, il t'a dit, je veux 1000 balles. Ouais, je veux 1000 balles, et j'avais 0 client. Genre 0 client. Je sortais de la formation, ça faisait 1 an que j'arrivais sur Paris, il n'y avait pas un mec qui savait que je savais couper les cheveux sur Paris. Pas une personne. T'as eu des coronesses? Des jours vides. Des jours vides. Du coup, comment ça se passe? Du coup, tu te retrouves dans un local où tu connais personne, t'as ton siège
t'as ton matos, et puis on te dit, bah vas-y, non, débrouille-toi. C'était un salon de coiffure qui faisait il y avait d'autres services, tu vois, il y avait des esthéticiens, des trucs comme ça, et ça fermait très tard, ça fermait à 22h le soir. Ouais. Et à l'ouverture le matin, le gars, il m'ouvrait la porte, j'étais devant. Et le soir, il m'attendait à 22h pour que je reparte, tu vois. Et c'est pas parce que j'étais full. T'as bouffé des heures et des heures. Ah, bah, parce que j'attendais dans le salon pour prendre le client. Le lendemain, j'en avais un deuxième. Et le mois d'après, ces gens-là, ils revenaient. Donc, ça faisait ça, plus ça. Et c'est comme ça que j'ai fait ma clientèle. Mais le début, je peux te dire, quand tu passes des journées dans le canapé à attendre toute la journée à rien faire, et que le mois d'après approche, parce que j'avais mon loyer personnel, le loyer d'ici encore à 1 000 €, tu vois, c'était une petite période. Mais bon, en même temps, tu vois, c'est ce qui fait ta réussite aussi, les meilleurs moments de ma vie, c'est quand j'ai pas eu le choix, tu vois. Et quand t'as pas le choix, bah, mine de rien. Tu trouves des solutions. Toujours. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Du coup, c'était quoi ta stratégie, toi? Parce que du coup, tu m'as dit que forcément, tu faisais des horaires pas possibles. Genre, tu pouvais faire 10h, 22h pour un client, essayer de le fidéliser, etc. Mais comment après, tu as réussi à avoir un peu plus de clients et tout? Parce que... Bah, du coup, je me suis mis sur des plateformes du type Planity, Treatwell, des choses comme ça. Des Parce que plateformes c'est intéressant, tu vois. Moi, j'ai plein de gens qui me demandent un peu comment ça se passe, le modèle un peu en freelance, location de siège, comment avoir des clients et tout. Donc, je pense que tu es le meilleur exemple pour en parler. En fait, c'est ce que je disais. Moi, j'utilisais toutes les plateformes. J'ai pris tout le monde. Tu sais, souvent, tu prends une. Moi, j'ai pris tout le monde. Ils m'ont dit une seule phrase. Ils m'ont dit c'est simple, nous, ça fonctionne. Plus tu ouvres de possibilités sur le planning, plus on va te mettre en avant quand les gens arrivent sur le site. Okay. Il n'y a pas de problème. J'ai ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 22h. Donc, j'étais tellement ouvert qu'ils m'ont mis directement en avant. Et après, les gens sont venus. Tu sais, je donnais des possibilités d'horaire tellement amples. Ouais, les gens, ils dimanche, disaient, 9h du matin. Ouais, le mec, il sortait du boulot à 19h. Il disait, putain, mais il y a un mec à 21h30, là, je peux me faire couper les cheveux, tu vois. C'était. C'est incroyable. Tu réussis à te faire ta clientèle petit à petit. Exactement. Tu restes combien de temps? 3 ans. 3 ans. Et tu m'as parlé, il y a eu le Covid. Ouais, exactement. Pendant cette période-là. Moi, je voulais parler de ça parce que c'est important aussi que les gens prennent conscience qu'il faut se déclarer un minimum, etc. Tu vois, faut faire les démarches et tout, parce que pendant le Covid, ça t'a entre guillemets un peu sauvé. Exactement. Le fait que tu aies créé ta micro-entreprise et que tu sois en freelance, que tu fasses les choses dans les règles, pendant le Covid... forcément, si tu fais tout pas dans les règles, t'existes auprès de personne, le jour où t'as besoin, comme le cas de Covid, où l'État te disait, tiens, on a une possibilité de vous aider parce que vous faites pas d'activité, mais si tu t'as pas de... Tu vois, là, au moins, j'étais freelance, j'avais un statut. Mon statut freelance, il me permettait d'avoir 1 500 € les 2 mois qu'on était enfermés. Et voilà, ça m'a permis de rester tranquille pendant le Covid, tu vois, parce que je pense qu'il y en a pendant le Covid, ils n'ont pas dormi. Hein. Donc, non, mais c'est pour ça que je voulais en parler de ça, parce que je trouvais ça intéressant et important de rappeler aux gens que voilà, c'est bien des fois, tu caches un peu à droite à gauche et tu vas faire beaucoup d'argent sur le moment, mais quand il y a des pépins comme ça ou en cas de blessure ou quoi... Ah, toujours. C'est bien d'avoir une sécurité, tu vois. Ouais, pour tout. Donc, tu fais tes 3 ans de freelance et là, tu te dis, ça y est, c'est le moment, je vais ouvrir mon salon. En fait, ce qui s'est passé, c'est que avant d'être freelance, je voulais ouvrir mon salon de coiffure. Ouais. J'en avais un peu parlé à mes parents, tu vois, et je les avais pas sentis trop chauds, tu vois. Ils me l'avaient pas dit frontalement, mais je l'ai ressenti, tu vois. Et quand au bout des 3 ans de freelance, j'ai dit je vais ouvrir mon salon de coiffure, là, ils l'ont pas du tout pris de la même manière. Et là, ils ont enclenché les démarches avec moi pour m'aider. Et ça a été, je l'ai senti que eux, on le sentait aussi, tu vois. Donc... Après, qu'est-ce que tu veux dire? T'es venu à Paris, t'es arrivé tout seul, tu t'es fait ta clientèle tout seul. Ils ont dû se dire, à notre fils, là, il charbonne. Et puis bon, ça fait 10 ans qu'il en parle, tu vois. Là, va peut-être falloir lui donner ce qu'il veut, tu vois. Et du coup, là, je commence à chercher un local sérieusement. Je trouve un local assez rapidement. Et puis voilà, c'est parti. Tes premières démarches, tu te dis... La banque. La banque. Ouais, parce qu'il te faut des sous. Ouais, il faut des sous. Ça t'a coûté combien à peu près ton premier salon? En fait, il y a 2 choses. Il y a la première chose, c'est rentrer dans le local. Donc, c'est soit tu as un fonds de commerce à payer ou un droit au bail. C'est-à-dire qu'il y a une activité déjà dedans, le mec revend son restaurant, et faut que tu rachètes son fonds de commerce. Moi, c'était une location pure, c'est-à-dire que le local était vide, donc j'ai rien eu à payer. Tu viens, tu payes le loyer directement. Ouais, alors il y a quand même 3 mois. Ouais, il y a 3 mois de caution 3 mois de caution à payer. Et puis après, t'as la signature du bail, c'est un loyer fixe. Enfin, t'as plein de petits trucs mine de rien où juste pour avoir les clés, sans droit de cession et droit de bail, j'ai dû sortir quasiment 30 000 €. Ouais. Juste pour avoir les clés, j'ai pas encore fait un travaux dedans. Ouais. Et après, j'ai fait à peu près 40 000 € de travaux. Donc, ça m'a coûté 70 000 en tout. Okay. Le premier salon. Donc, tu as fait un crédit à la banque J'ai fait un crédit à la banque de 40 000 et un apport de 30. Ok.
Ouais, ça va, ils t'ont suivi facilement ou... Bah, mine de rien, il a fallu que je prouve pas mal, tu vois. Au début, je m'étais un peu agacé, tu vois, avec la banquière. La micro-entreprise, est-ce que ça t'a aidé du coup? Parce que ça m'a aidé, ouais. Ça m'a aidé parce que surtout, elle a vu que j'avais une clientèle et que, tu vois, si t'es salarié et tu lui dis, tiens, je vais ouvrir un salon de coiffure, elle va te dire, ouais, mais votre clientèle, elle va rester dans le salon, tu vois. Alors que moi, je lui ai dit, c'est ma clientèle, elle va me suivre. Donc, il y avait déjà un petit. Mais voilà, tu sais, je m'étais un peu agacé avec la banquière, moi. Je lui avais dit, je vous demande que 40 000 euros, entre guillemets, on me pose 36 000 questions. J'ai eu le même souci que toi. Et elle m'a dit, je prends beaucoup plus de risques à vous prêter à vous 40 000 euros qu'à un mec qui va me demander 1 million d'euros pour un restaurant, tu vois. Ouais, mais c'est ça qui est dommage, tu vois. Parce que moi, on m'a fait un peu le même discours quand je suis allé pour mon premier salon. J'arrive à 22 ans dans le bureau du banquier. Je lui dis, voilà, je voudrais emprunter 30 000 euros. Et j'avais 30 000 euros sur mon compte. De côté, hein. Et il m'a dit, ça va être compliqué. Ouais. Je comprends pas. Je les ai déjà sur mon compte. Je veux juste pas toucher à mes sous. Je veux faire un crédit. Bah oui. Il m'a dit, non, t'es trop jeune. Reviens dans 2-3 ans. Bosse encore en salon, machin. Ouais. Ou alors, il m'a dit, voilà, mets encore plus de côté. Donc, tu sais, ça te décourage un peu. Ouais. Tu te dis, putain, je suis jeune, j'ai de l'ambition, j'ai envie de faire mon truc. Et le banquier en face de moi, il est clairement en train de me dire, vas-y, reviens quand tu seras un peu plus grand. Genre. C'est ça. Donc, ouais, c'est décourageant. En plus, tu viens, tu mets de l'argent de côté et tout. Tu vois. Puis toi, tu y crois à ton projet. Tu sais que ça va marcher. Moi, je sais que ça va marcher parce que moi, en plus, y a les réseaux sociaux, il y a tout ça. Je commence à coiffer pas mal de célébrités. Ouais. J'ai déjà ma clientèle. Donc, j'étais mis en autre entreprise, mais dans mon garage, chez moi, j'étais full tous les jours. Donc, tu montres au banquier les chiffres que tu fais et tout. Il te dit, ouais, c'est bien. Mais un salon, c'est pas pareil. Tu vois, moi, c'était... Quand j'arrive à la banque, c'était je m'en fous du secteur. Peu importe où je suis, je sais que ça va marcher. Et je préparais des PowerPoint et tout, tu sais, des trucs bien carrés et tout. Et eux, ils étaient là, ouais, c'est bien, mais nous, il nous faut une étude de marché avec un endroit bien spécifique. Ouais, de chalandise, tout ça. Donc, j'ai dû mettre tout l'argent que j'avais de côté... pour le premier salon. Pour le premier salon, et j'ai ouvert le premier salon, et aujourd'hui, je regrette pas du tout, tu vois, et ça m'a permis d'ouvrir le deuxième après. Par contre, après, quand ils ont vu que le premier avait bien fonctionné, le deuxième, c'est tapis rouge, tu vois. Ouais. Mais je suis passé par la même étape que toi et c'est galère. Ouais, c'est un peu on appelle ça la première marche, c'est la plus haute, la plus dure à passer, tu vois. Ouais. Après, normalement, si tes affaires marchent bien, ça fait un effet boule de neige, tu vois. Mais la première, faut que tout le monde ait confiance en toi, ton propriétaire, tout le monde. Parce que t'es personne. Après, moi je comprends aussi. Il y a un mec qui vient, il me dit, ouais, prête-moi 30 ou 40 000 euros. Je lui dis, il faut des garanties. Ouais. Tu vois, donc non, je peux comprendre aussi, mais c'est vrai que, voilà, pour tous ceux qui écoutent cette émission, si vous avez des projets, si vous voulez vous lancer, croyez en vous, il n'y a personne qui pourra vous arrêter. Ouais, il faut bien se préparer, c'est du théâtre en fait. Hein. Par contre, faut être bien entouré aussi, je pense. Parce que toi, je pense que tes parents, ils étaient derrière toi. Ouais, mais le comptable aussi, tu vois. C'est plein de paramètres, tu vois. C'est des mecs qui vont apporter dans ton vocabulaire des mots professionnels, tu vois, que tu vas lâcher devant le banquier. Le mec, il va faire ting, putain, le mec, s'il me parle de ça, c'est qu'il a vraiment étudié son truc. Et ça, c'est important en fait. Hein. Même si tu sais même pas de quoi tu parles. Il faut connaître son sujet. Ouais, il faut connaître son sujet. Enfin, voilà, tu peux même mytho un peu au banquier. Ouais, lui, après, de toute façon... il s'en fout. Il veut du scolaire, après. Ça déroule tout seul. Du coup, est-ce que tu avais des notions un peu de tout ce qui est entrepreneuriat et tout quand tu as ouvert ton salon ou pas du tout? Toi, tu te dis, moi, je veux couper des cheveux et non. faire un peu de sous. Non, moi, je suis pas un très bon gestionnaire. J'ai juste les idées, tu vois, ça fuse. Et du coup, je pense avoir c'est pas prétentieux ce que je veux dire, mais je pense avoir les bonnes idées, tu vois. Et je me permets de dire ça parce que je peux te dire que je suis pas un très bon gestionnaire derrière, tu vois. Et du coup, quand moi j'avais des idées, tu vois, ça me paraissait tellement logique que je me suis dit, ça va forcément marcher, tu vois. Peu importe de comment c'est géré ou quoi que ce soit, là, le truc, il est tellement... Et en fait, tu te rends compte que t'es vite rattrapé des fois par des petits trucs où il faut revenir un peu au classique, à la théorie. Ouais, souvent c'est ça. Du coup, ça se passe comment ta stratégie d'ouverture de salon, une fois que les travaux sont finis, etc. Tu récupères ta clientèle que tu avais dans le salon où tu étais en... J'embarque ma conjointe aussi, qui est coiffeuse et qui a une clientèle aussi. Ça, on va en parler. Du coup, tu t'embarques ta conjointe avec toi, tu l'embauches, c'est ça? C'est ça, exactement. Elle est coiffeuse. C'est ça. Elle fait freelance aussi. Freelance aussi. Elle fait que les femmes. Elle fait mixte les deux. Mixte. Toi, du coup, à cette période-là, on n'en a pas trop parlé, mais tu faisais que les hommes. C'est ça.
mais t'es formé pour faire les femmes aussi. Exactement. Et là, du coup, ton salon, tu te dis, faut rentabiliser. C'est ça. Donc, tu te remets à faire les femmes, ça. Exactement. Et ça se passe comment? Tu reprends vite la main? C'est pas un peu Je spécial? t'avais dit, du coup, je t'expliquais un peu comment ça s'est passé. En fait, moi, je devais ouvrir un salon. Dans tous les cas, je voulais ouvrir un salon. Je savais même pas trop ce que j'allais faire. Je voulais juste ouvrir un salon, en fait. Tu sais, ça faisait 10 ans que j'en parlais, donc je me suis dit, je vais ouvrir un salon. Et du coup, il y a une marque qui me contacte, qui est ma marque ambassadrice maintenant. On peut la citer. Hein, ouais, c'est Keun, du coup, c'est Keun. Keun, voilà, je suis salon ambassadeur et il me contacte pour dire, tiens, si tu ouvres un salon, on serait content que tu deviennes ambassadeur. Donc, moi, je dis, ok, tu vois, il n'y a pas de problème. Et puis, du coup, il faut faire un gros rendez-vous avec le directeur général, tous bras gauche, bras droit. Enfin, tu vois, vraiment 4 mecs en face de toi qui arrivent, sérieux, ils ont des questions, ils savent de quoi ils parlent, tu vois. Donc, j'ai un rendez-vous à 10h dans le salon de mon meilleur pote. Et j'appelle mon meilleur pote avant et je lui dis, tiens, viens, on se voit 10 minutes avant l'entretien, là, j'ai un truc à te dire. Donc, je vais le voir et je lui dis, mais gars, je sais pas si je leur dis que je fais que de l'homme ou pas, c'est chaud. Il me dit, si, dis-leur que tu fais que de l'homme, dis la vérité. Parce que sinon, dis la vérité. C'est chaud, tu vois. Je m'assois face à eux. Et la première chose qu'ils me disent, c'est de toute façon, nous, on prend que des salons ambassadeurs, on les prend, va faire un minimum de produits achetés annuels, un minimum de collaborateurs, et on veut que vous fassiez de la technique dans le salon, tout ça. Bon, dans ma tête, je me dis, là, si je raconte la vérité, je suis mort. Ah ouais. Donc en fait, je leur ai dit, ouais, pas de problème, ça va être un salon mixte, c'est un salon mixte. C'est passé comme ça. Et le week-end d'après, je disais à mon meilleur pote, mon gars, on va trouver des modèles. Tous les dimanches, là, je vais venir et je vais apprendre à refaire, parce que moi, je sais faire des balayages, des mèches, mais ça va vite en coiffure. Ouais, tu vois, c'est pas que je savais pas faire. C'est juste que ce que je faisais il y a 5 ans, là aujourd'hui, j'étais, même à mon jeune âge, j'étais déjà. T'es déjà en retard. Ah, j'étais en retard déjà. Donc je lui ai dit, là, le dimanche, je vais venir, on va faire venir des modèles et je vais faire. Et j'ai fait l'ouverture comme ça et c'est passé. Et c'est passé aujourd'hui, tu regrettes pas du tout? Non, pas du tout. Franchement, pas du tout. Et du coup, tu travailles toujours avec la marque Keun. Ouais, du coup, s'ils nous regardent. Voilà, vous savez toute la vérité. Vous savez la vérité. Mais je commande beaucoup, ça va. Mais du coup, tu vois, nous, dans le milieu un peu barbeur, on n'a pas cette approche-là avec les marques et tout. Il n'y a pas vraiment de marque référente, entre guillemets. C'est quoi tes avantages aujourd'hui, toi, d'être ambassadeur pour la marque Keun? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça apporte à ton salon? Déjà, tu as une satisfaction personnelle parce qu'on te sélectionne entre guillemets. Donc déjà, ça veut dire que ton salon, toi, ce que tu représentes, tout ça, donc c'est une valorisation déjà. Et puis après, ils nous offrent une PLV. Donc la PLV, c'est tout ce qui est la publicité dans le salon. On a un écran LED, c'est des choses comme ça. Une télé, tout ça, c'est eux qui fournissent. Donc c'est des frais un peu en moins, entre guillemets aussi. On a de la formation offerte pour nous et nos collaborateurs et on a un gros pourcentage sur les commandes, en fait, sur chaque produit à l'unité. Donc, c'est plus avantageux? Ouais. On perd, moi, je perds 35% sur chaque produit. Donc, sur une grosse commande, ça fait pas mal, quoi. Ouais, parce que dans la coiffure mixte, en vrai de vrai, les ventes, c'est une grosse partie du CA? C'est une grosse partie du CA, mais le stock est une grosse partie de perte aussi. C'est-à-dire que contrairement à un barbeur, on a en produit, on consomme beaucoup. Donc en fait, on dépense beaucoup aussi. C'est une grosse dépense par mois, les produits. Donc là, d'avoir moins 35%, c'est pas négligeable, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre un CA, par exemple, d'un coiffeur ou d'une coiffeuse mixte, comparé à un barbeur. Tu vois, on en discutait un peu avant l'émission. Un bon barbeur qui pratique des bons prix, etc., dans un bon salon, il va te faire entre... s'il fait des horaires un peu standards, genre entre 35 et 40 heures, il va te faire entre peut-être 6 000 et 7 500 euros de chiffre d'affaires. Une coiffeuse, moi j'entends souvent, ou un coiffeur dans le mix, il va te faire plus de 10 000. Le prix des prestations est différent déjà. Et puis on va pas se mentir, les salons de coiffure souvent ont quand même des meilleurs emplacements. Les barbeurs sont plus dans des zones un peu donc loyer moins cher, donc ils peuvent se permettre d'avoir des coiffeurs qui font un peu moins de CA. Quand tu as des salons de coiffure avec des emplacements où le loyer, ça tabasse, les coiffeuses sont souvent plus payées, on va dire, normalement, dans la norme des choses aussi. Donc, tout ça qui fait que ça fait des plus gros CA, forcément. Tu vois. Et en termes de rentabilité, parce que tu m'as parlé, en gros, vous utilisez beaucoup de produits, etc. Ça impacte aussi la rentabilité. Parce que le CA, en fait, il faut faire gaffe que les gens comprennent bien, c'est que le chiffre d'affaires, c'est pas le bénéfice. Mais pas du tout, même. Pour toi, c'est quoi, par exemple, le plus rentable entre quelqu'un qui va te faire, je sais pas moi, 10 000 euros avec full technique, produit, etc., ou quelqu'un qui va te faire 7 000 euros, mais vraiment que de la coupe, de la presta, pure? En fait, ça revient au même. C'est-à-dire que si tu me fais 10 000 avec des produits et si tu me fais 7 000 sans t'as produits... un delta de 3 000 euros. Ouais, c'est ça m'en revient au même, entre guillemets, quoi. C'est juste que t'élargis... Normalement, si tu fais de la technique, t'es censé faire plus que 10 000, tu vois,
Mais non, c'est il y a un écart entre les deux dû par les prix des prestations en fait qui fait exploser les choses. Tu vois, un balayage maintenant aujourd'hui ça coûte cher sur Paris, tu vois. Donc c'est très cher. T'en fais 2-3 par jour, ça va vite quoi. C'est combien un peu un balayage toi, dans ton salon? Moi, dans mon salon, on est aux alentours de 200 €, un peu plus de 200 €. Après, il y a des petites options qu'on peut mettre des produits voilà, pour faire attention aux cheveux, des choses comme ça. Mais ouais, aux alentours de 200 €. Et encore maintenant, on peut trouver ça très cher. Hein, Après, ça te prend combien de temps de faire un balayage? En fait, nous, c'est aux alentours de 3h, 3h30. Mais on a une coupure au centre d'une heure qui est le temps de pause où on reprend une coupe homme. Donc, tu peux rajouter ça entre les deux, tu vois. C'est pas pleine 3h30. Ouais, mais t'as quand même 2 heures full. 3 heures, 2 heures full, ouais, exactement. Ouais, donc, ouais, c'est cher. Mais plus après, le produit qui coûte cher. Hein. Ouais, t'as les produits. Ouais, non, en vrai, pour moi, je trouve pas ça déconnant. Non. Et là, je te dis, on est dans la zone basse, tu vois. T'as des salons, c'est 300, 380 €. Toi, ton salon, tu le situes dans. Moyenne gamme. Je parle pour Paris, bien évidemment. Ouais. Pour Paris. Après, je te dis, je viens de la campagne, dans les salons où je venais. Les balayage, c'était 100, 120 €, tu vois. Mais nous, on fait 2 fois plus cher parce que le loyer est 2 fois plus cher et parce qu'on paye les collaborateurs un quart plus. Enfin, tu vois, tout est proportionnel. C'est vrai que Paris, c'est spécial, Paris. Tu vois, moi, j'ai la chance de coiffer beaucoup de coiffeurs et de plein de régions différentes. Et tu vois, j'ai l'impression que vraiment à Paris, c'est beaucoup plus dur de réussir que dans d'autres régions. Moi, je suis persuadé que les salons de coiffure hors de Paris sont beaucoup plus rentables. Ils gagnent mieux leur vie que nous. Hein. Nous, on a une vitrine, c'est-à-dire qu'on a entre guillemets le prestige, Paris, tout ce que tu veux, mais si on prend un chiffre, tu vois, si tu fais 1 million d'euros de chiffre d'affaires, mais que t'en perds 500 000, bah, faut peut-être mieux faire que 500 000 de chiffre d'affaires et en garder 400 000, tu vois. C'est ça, c'est pas. Les gens, ils parlent toujours de CA, je fais ci, je fais ça, c'est bien, mais faut ouais, c'est ça, parce que si aujourd'hui, par exemple, à Paris, tu vas un local, je prends un truc bateau, hein, mais tu vas un local de 100 mètres carrés, machin, tu vas avoir un loyer à 6 000 €. Peut-être que dans une bourgade, là, je sais pas où, tu vas avoir 100 mètres carrés pour 700, 800 € de loyer. Les employés, tu vas pas les payer la même chose parce que la vie, c'est pas le même coût. C'est ça. Alors qu'à Paris, c'est très cher, donc c'est compliqué de payer quelqu'un au SMIC quand même. Ouais, c'est pas possible. Et c'est vrai que ta rentabilité, à la fin, c'est peut-être plus intéressant d'être hors Paris. Ah ouais, clairement. Nous, c'est une vitrine, quoi. C'est une vitrine d'être sur Paris. Après, bon, on est passionné, donc c'est ça. On aime ça et on habite ici. Et je pense que voilà, une fois que t'arrives, t'es un très bon exemple. Tu te verrais retourner en Bretagne ou pas? En tout cas, pas pour l'instant, pas maintenant, quoi, tu vois. Ouais, parce que la vie parisienne, quand même, elle est. Il y a toujours intensive. Un truc, tu vois. Il se passe toujours quelque chose. L'opportunité dans le travail, c'est incroyable. Tu peux rencontrer quelqu'un et le mec, il a une idée, il dit, tiens, j'avais une idée d'ouvrir ça. Et il me faut ce gars, et c'est toi qu'il me fallait. Et tu vois, ça part vite et ça fait vite derrière, tu vois. Il n'y a pas de blabla, ça, c'est quand même efficace. Ouais, mais tu vois, aussi, je discutais de ça avec un coiffeur qui vient de Strasbourg, ou je sais plus. En gros, on se disait, tu vois, par exemple, tu as un salon de coiffure dans un patelin comme ça. Des fois, on peut se dire, il n'y a pas beaucoup de monde et tout. Mais en fait, si tu fais de la qualité, tous les environs, ils vont tous venir chez toi. Puis il n'y a pas beaucoup de choix de t'as pas non plus full concurrence. Donc, ouais, c'est vrai que la stratégie aussi de se mettre un peu en banlieue et même un peu plus loin, tu vois, c'est peut-être plus intéressant que de se mettre à Paris. Si t'aimes la qualité de vie aussi de là, tu vois, moi je suis habitué de vivre à Paris maintenant, tu vois, et je me verrais pas partir maintenant et me retrouver dans un bled tout seul. Mais si, faut réfléchir à tout ça. Ouais, tu m'as dit que du coup tu travailles avec ta conjointe. Est-ce que t'as déjà été dragué devant elle par une cliente? Bon, draguer, pas trop, parce qu'en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que là, moi, tu vois, on me connaît sous forme d'un peu drôle, dans les vidéos, machin, et tout ça. Et en fait, moi, dans la vraie vie, tu vois, je parle pas trop, je suis pas... la première fois, quand c'est au téléphone, la première fois, là, c'est pas lui. Il est un peu timide, genre. Ouais, non, c'était pas... Je suis pas du tout... on m'imagine, du coup, dans le centre de coiffure, à parler, à la rigolade, et machin. Tu sais, des fois, je vois des vidéos, il y a des coiffeurs, là, ils font des accolades à leurs clients, des bises, des machins, des pouffées de rire. Non, moi, je suis assez... je suis moi-même, tu vois, je suis sérieux, donc j'ai de la conversation, mais on sent que c'est purement professionnel. Ouais. Donc vraiment, pour venir me chercher, faut vraiment avoir envie. Allez, t'as 2-3 clients qui vont me dire « Ah, vous ressemblez à Ryan Gosling », des trucs comme ça, tu vois. Et toi, t'es là. Non, je fais même pas ça. Je suis gêné, genre en mode machin, et je passe à autre chose vite, tu vois. Je suis pas du tout à l'aise avec ça, mais en même temps, je laisse pas du tout d'ouverture, tu vois. Tu laisses pas d'ouverture. Enfin, tu vois, quand t'es en couple, si t'es pas sérieux... Mais à l'inverse, est-ce qu'elle s'est déjà fait draguer devant toi?
Enfin, tu vois, je sens quand il y a un mec qui est susceptible d'être intéressé, tu vois. Côté, genre. Mais non, j'ai même pas besoin en vérité. Mais non, en fait, je laisse pas l'opportunité à ça, tu vois. Enfin, mais même, je crois que si j'étais célibataire, je suis pas du tout là-dedans. Ouais. Mais là, enfin, je me pose même pas la question en réalité. Même pas la question. Et j'ai même peut-être eu des fois, tu vois, et je l'ai même pas vu tellement, je pense pas à ça. Ouais, t'es pas dans ça, tu t'en fous. Non, respect total. Moi, j'avais un peu des petites questions sur l'univers mixte, l'univers barbeur. On en a déjà parlé un peu tous les deux. Est-ce que toi, tu ressens ce malaise qui existe aujourd'hui entre la petite guéguerre entre les barbeurs, enfin, on va dire les barbiers, et les coiffeuses? Est-ce que tu ressens un peu ce malaise-là, toi? Ouais, clairement. Ouais, je le ressens. En fait, ils se taillent, tu vois, les deux se taillent. T'as le barbeur qui va dire de toute façon, les salons de coiffure, ils savent pas couper les hommes, ils savent pas faire les dégradés, cette coupe-là, ils savent pas bien la faire. Puis t'as les salons de coiffure, ils disent de toute façon, les barbeurs, ils ont pas de diplôme, et machin, les mecs, ils arrivent, ils coupent leurs potes, et puis ils savent, si tu leur donnes des ciseaux dans les mains, ils savent rien faire, les cheveux longs, c'est mort. Tu vois, il y a des stéréotypes, en fait, dans les deux. Et en fait, demain, tu peux aller dans un salon de coiffure et te trouver un coiffeur, le mec, il est ultra chaud. Et tu peux aller dans un barbeur, et le mec, il te facture 20 € et il a pris avec des ciseaux, il sait très bien couper les cheveux, tu vois. Après, je pense que ce qui a créé une différence aussi, on en a parlé la dernière fois, c'est un peu le côté sectaire du milieu barbeur, un peu, tu vois. Ouais. On le distingue bien, tu vois, la différence entre les deux. C'est un métier vraiment à part, sans parler de coiffure déjà, juste par le style des salons, le profil des coiffeurs, tu vois. Mais du coup, toi, t'es en plein milieu, entre guillemets, parce que toi, du coup, t'es un peu dans le truc un peu moderne. Moi, tu vois, j'ai un peu la vision aujourd'hui que notre métier, il commence à être un peu... Bon, je le compare un peu au médecin. Tu vois, t'as le médecin traitant, après t'as des kinés, t'as le dentiste, t'as plein de branches, quoi. T'as plein de branches. Et aujourd'hui, moi, je pense qu'un coiffeur, il peut pas savoir tout faire. Donc, t'as des spécialités. C'est ça. Toi, dans ton salon, tu me l'avais dit, il y a des coloristes, des coupeurs, des personnes qui sont spécialisées dans l'homme, etc. Et moi, je trouve ça très bien. Tu vois, c'est pas... En fait, tu dis ça bien. T'as les gros salons, comme on parlait tout à l'heure de Provalliance, où là, elles font un peu de tout, tu vois. Et après, t'as les salons un peu type anglo-saxon, où là, on leur demande vraiment aux coiffeurs d'avoir une spécialité bien précise, tu vois. Après, quand t'as un salon traditionnel de salon de coiffure, souvent, la plupart des coiffeurs, quand même, font encore un peu de tout, tu vois. Mais le côté vraiment barbeur, vraiment la barbe et les coupes un peu plus précises, et puis les coupes tendances qui arrivent assez vite, ça, souvent, c'est un peu moins maîtrisé, forcément. Parce qu'aujourd'hui, barbeur, pour moi, ça veut juste dire, en gros, t'es coiffeur pour hommes. Clairement. Clairement. Sauf que, tu vois, il y a cette petite guéguerre avec les coiffeuses, les coiffeurs qui sont dans le mixte, parce que je pense qu'il y a un manque mais des deux côtés, hein. Ouais. Je pense qu'il y a un manque de reconnaissance des barbeurs envers la profession. Ouais. Parce que pour moi, c'est pas la même chose. C'est pas le même métier. C'est mon avis, tu vois. Déjà, les barbeurs veulent pas être assimilés à la coiffure. Voilà. Parce que t'as tous les préjugés, les stéréotypes exactement. Et tout. Et les salons de coiffure veulent pas être assimilés au salon barbeur à 10 balles. Au lieu de se tirer dans les pattes, moi, je trouve ça dommage parce que personnellement, à chaque fois que je croise une coiffeuse ou un coiffeur qui coiffe des femmes et tout, je dis, mais moi, je suis incapable de faire un balayage, tu vois. Je trouve ça incroyable. Ouais. C'est fou, tu vois. Ouais, Mais à l'inverse, tu vois, le coiffeur, la coiffeuse, il veut dire, faire un dégradé, c'est facile, tu vois. Alors qu'ils en sont pas capables non plus. Parce que t'avais fait une vidéo, là, ça m'a fait bien rire. Le dégradé 369. Ouais. Ça, c'était le classique. C'était le classique, ça. Mais aujourd'hui, toi-même, tu sais, on est dans des coupes de précision, de structure, etc. La coiffure, elle a beaucoup évolué. En fait, je pense qu'il a vraiment énervé les coiffeurs. C'est l'arrivée des barbiers. En fait, c'est nous, on nous a barbé avec les études, faut faire CAP, faire BP, machin. On a fait 4 ans, apprendre la théorie, apprendre la peau, du machin, tout ça. Et t'as une vague de mecs qui est arrivée, tu sais. Des autodidactes? Autodidactes qui est arrivée. Et du coup, tous les coiffeurs, ils se sont dit, mais attendez, nous, ça fait 4 ans qu'on va à l'école pour apprendre ceci, cela, parce que si on n'a pas ça, on peut pas faire ça. Et t'as des mecs, ils arrivent de nulle part, une tondeuse, et ils ouvrent leur salon, ils font ci, ils font ça. Et je pense qu'il y a eu un côté un peu... faussé aussi par... ouais, exactement. Tous ceux qui ont ouvert des salons un peu à 10 balles, là, à droite, à gauche. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, c'est ça qui a cassé la réputation du barbier, parce que à la base des bases, il y avait les coiffeurs, coiffeurs, comment on peut appeler coiffeur ça? Coiffeur homme et coiffeur femme, il y avait le choix. Coiffeur homme, coiffeur femme, il y avait les barbiers et les coiffeurs femmes, tu vois. Et c'était deux trucs distincts. Et ensuite, tout s'est réuni un peu. Ouais, la franchise. Voilà, on va en parler, tu vois, entre guillemets, moi je vais dire à cause, parce que je trouve ça dommage. C'est à cause. Pour moi, c'est à cause, c'est pas grâce.
Il y a eu les franchises qui sont arrivées, donc tout a été mélangé. Et là, aujourd'hui, il y a tout qui se redispatche un peu, tu vois. Donc, pour toi, comment ça s'est passé tout ça? Peut-être que tu l'as plus vécu que moi, parce que tes parents, ils étaient dedans. Je pense que tes parents, eux, ils ont connu toutes les étapes de ce truc-là. Est-ce que tu penses que là, c'est la fin des salons de coiffure mixtes? Comment tu vois un peu le truc repartir En fait, en gros, ça va faire un peu comme aux États-Unis, c'est-à-dire qu'avant, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait les coiffeurs hommes et les coiffeurs femmes. Moi, mes parents, ils avaient des salons, mon père faisait les hommes, ma mère faisait les femmes. Ils avaient chacun leur salon, ça se passait comme ça, c'était traditionnel, entre guillemets. Après, la franchise, elle est arrivée. Il y a des mecs qui sont arrivés en costume, ils avaient fait une bonne école, tu vois, et puis ils ont dit, tu sais quoi, on va oublier la partie passionnée, vous aimez votre métier, on s'en fout de tout ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est du fric. Donc, on va prendre des meilleurs emplacements, on va prendre des cellules énormes, on va mettre 10 coiffeuses là-dedans, on va casser les prix, on va faire du 100 rendez-vous, on va faire des concepts différents et on va faire du fric. Ça a cassé tout le milieu de la coiffure en règle générale, la valorisation des salaires, le métier en lui-même et même la valorisation auprès de la société de comment on nous percevait. Parce que maintenant, c'est devenu une expression. Tu vois, tu vas chez un tel dans les franchises, on va une franchise, tu vois, ça fait négatif direct quand tu le dis. Et là, il y a une nouvelle vague qui est arrivée un peu comme aux États-Unis, c'est-à-dire c'est du coiffeur indépendant qui ressort du lot comme ça et qui a du talent, qui facture très très cher, tu vois. Donc, tu peux être un barbier. Donc, tu coiffes un joueur de foot, tu coiffes un rappeur. Donc, ma coupe, ça va être un tel. Putain, ce mec-là, c'est un tel avec lui pour avoir un rendez-vous, c'est 3 mois. T'as ce mec-là, il fait les influenceuses, il fait un balayage, c'est 400 € si tu as un rendez-vous avec lui, c'est trop chaud, machin, ça. Et on se détache indépendamment, en fait, comme ça. Tiens, lui, il a fait ci, il a fait ça. Et on casse, du coup, tout le milieu qui a été créé au milieu, là, qui était pas terrible, en fait. Ouais. Et d'ailleurs, on va en parler un petit peu parce que moi, je trouve ça un peu, pas choquant, tu vois. Mais moi, dans ma vision des choses, comme tu as dit, chaque coiffeur a sa personnalité et chacun a son talent. Et je trouve ça super cool d'avoir une espèce d'équipe d'Avengers avec des mecs très très chauds dans chaque domaine. Et dans la franchise, j'ai l'impression que vraiment on s'est fait souiller. Tu vois, c'était en mode limite, gros, t'as pas de talent, on s'en fout. Tu vas être là, tu vas faire tes horaires. On va t'apprendre à faire la base, tu vois. On va casser les prix, comme tu as dit, comme ça le client il pourra rien dire. Et ça va être du sans rendez-vous, t'as de la place, tac, tac, tac. Et on s'en fout un peu de la qualité. Et on en parlait, tu vois, moi je trouve ça choquant de pas pouvoir choisir son coiffeur. T'arrives dans un salon, tu ne choisis pas ton coiffeur, tu passes avec lui, c'est comme ça. Faut que tu t'attaches au salon et pas au coiffeur. Ouais, mais en fait, ça a été stratégique. Ils avaient rien à gagner à avoir des très bons dans le salon, à avoir un très bon. C'est le mec qui fait 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans. Si le mec, au bout de 10 ans, il a fidélisé 10 ans dans le salon et qu'au bout de 10 ans, il dit tiens, je vais ouvrir mon salon, mais le mec, il embarque tout le monde. Ouais. Alors l'idée, c'était on fidélise au salon et pas au coiffeur. Donc le mois de janvier, tu venais avec un tel. Le mois de février, tu revenais, on te mettait avec quelqu'un d'autre. Et t'avais pas le choix. Et t'avais pas le choix. Et en fait, ça te permettait, toi, de rester dans le salon, donc la source commune. Mais par contre, le coiffeur, au mois de janvier, s'il était parti, c'est pas très grave. Parce qu'au mois de mars, on te mettra avec un autre. Donc c'était une stratégie qui a eu son moment. Et c'est bien pour les gens qui ont réussi. Mais là, c'est fini, il faut que ça change. Et maintenant, on se bat et on attend 3 mois. C'est comme les dermatos. Tu regardes pour l'année d'après, tu trouves pas de rendez-vous, mais t'attends quand même parce que tu veux passer avec la personne. Moi, je trouve ça bien. Tu vois. Et même auprès de la société, tu vois. Non, mais ça évolue aussi parce que... Pourquoi ça évolue? Pourquoi pendant un moment, les gens ils se rendaient pas compte de tout ça et d'un coup... Les réseaux. Ouais, moi, je pense que c'est les réseaux. Clairement. Parce qu'on a accès à tout maintenant. Tu vois la dernière coupe de telle star, de tel truc, t'as envie d'avoir la même. Aujourd'hui, je pense que les gens ils savent aussi faire beaucoup... Ils font la différence entre une coupe de merde et une coupe moyenne, tu vois. Alors qu'à l'époque, je suis pas sûr. Et après, je pense qu'aussi, en tout cas, nous, les hommes, on fait beaucoup plus attention à nous. Ça, c'est sûr et certain. Et ouais, maintenant, avec les réseaux, en fait, t'as accès aux formations en ligne. T'as accès aux tutos, t'as accès à plein de choses. Donc je pense que ça puis en plus, les gens, ils connaissaient pas nos vies. Ils venaient au centre de coiffure pendant 30 minutes, et puis ils venaient avec la petite coiffeuse, le petit coiffeur. Voilà, moi, c'est ça. J'ai vraiment le stéréotype. Et maintenant, ils ont les réseaux. Donc en fait, ils vont sur les réseaux et puis ils se rendent compte, putain, mais le mec, en fait, il a coiffé un tel, il a coiffé cette influenceuse-là. Il part en vacances, le mec, il fait tout ça en vacances. Donc il a du style et tout, ça a changé, tu vois. Donc ça veut dire qu'il a du pouvoir d'achat aussi, donc ça veut dire qu'il gagne bien sa vie. Et en fait, les gens ont changé leur opinion du coup sur parce qu'avant, comme on disait, c'était le petit coiffeur. Moi, je vais te raconter par rapport à mes parents. Moi, j'en ai pas mal souffert quand j'étais jeune, tu vois. Je voulais même pas être encore coiffeur. Et la vision des gens qu'avaient, le regard que les gens portaient sur mes parents. Enfin, tu vois, moi, j'étais fils unique, donc j'étais le premier témoin de mes parents sur ce qu'ils travaillaient. Moi, j'étais avec eux tous les jours. Il y a eu des fois où...
À Noël, ils pouvaient même pas rester manger au repas de Noël tellement ils étaient fatigués, il fallait qu'ils aillent se coucher. Moi, j'ai vu ma mère, quand il neigeait, aller chercher les clients de chez elle, les ramener au salon, les coiffer, les ramener chez elle. Ils travaillaient 6 jours sur 7. Mon père retournait le dimanche au salon faire le ménage pour attaquer le lundi. Ouais. Je partais 1 semaine par an en vacances avec eux. Enfin, tu vois, moi, je voyais tout ça. J'étais témoin de tout ça. Et un repas de Noël ou un repas de famille ou avec des amis, t'as des gens, ils se permettaient... Mon père, il l'appelait le petit coiffeur. Ton petit salon de coiffure. Et tu fais combien de CA, toi? Et moi, j'étais témoin de tout ça. Donc, je peux te dire que quand à 16 ans, je suis rentré dans la coiffure, je me suis dit, toute personne qui s'assera à ma table, je peux te dire, personne ne me parlera jamais comme ça. Et puis, si vous êtes capable de rester 1 semaine dans mes godasses, on verra. Mais ça m'a en fait, ça a été un coup de boost, tu vois, ça a été un choc. Ça a été un choc. Ça m'a fait un choc parce que je me suis dit, waouh, moi, je vois ce que mes parents y font, je vois le sacrifice, le temps. Ils se plaignaient jamais, tu vois. Mon père, il me disait toujours, je m'en fous de ce que les gens y pensent. Son billet, il vient dans ma poche. Tes parents, ils sont passionnés, genre... Ma mère était passionnée, full passionnée. Mon père, en revanche, l'était un peu moins et était un peu comme moi, un peu pris par le côté entrepreneurial. Ok. Mais ils étaient toujours dans le... Ils ont jamais voulu... Ils ont pas eu, comme moi, cet esprit, pas de vengeance, j'ai envie de dire. Tu vois, mais cet esprit de hargne et de... Ce qui a déclenché chez moi cette envie, tu vois, de pas de prouver aux gens. C'est fort parce que... Tu vois, ça aurait pu faire l'effet totalement inverse de ça dire aurait pu me détruire. Oh là là, ce métier il est pourrave. Ouais, ou ça aurait pu me mettre dans un truc où encore, tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai aussi un peu envie d'avoir là, tu vois, les réseaux, je rigole, machin, on fait des blagues, mais après, j'ai envie de me servir de ça aussi pour avoir entre guillemets un impact dans le milieu de la coiffure pour pouvoir faire comprendre aux gens qu'aujourd'hui, on doit être respecté pour notre métier. Tu vois, c'est un peu pour ça aussi que j'ai créé l'émission. Parce que je me dis, putain, c'est cool de faire ressortir des personnalités, tu vois, comme toi, comme on a eu Sergio, on a eu JR et il y en aura plein d'autres, tu vois. Mais de donner de la valeur à des gens du milieu de la coiffure. Parce qu'en vrai de vrai, il y a des gens qui commencent à vraiment nous suivre. Et tu vois, moi, quand je reçois des messages de petits gars de 14-15 ans, wow, grâce à toi, je vais être coiffeur et tout, c'est incroyable. Mais ouais, tu te c'est dis, ça. Putain, le petit coiffeur, tu vois, le petit exactement. métier un peu pourri c'est ça. Voilà, de la rue, machin. Et le mec, il a son petit salon dans la rue et tout. Aujourd'hui, tu passes par... Putain, c'est un métier stylé. Exactement. Vous coiffez des stars, vous faites des couleurs de ouf, vous faites des trucs. C'est incroyable. Et je pense que là, faut qu'on en profite tous. Et c'est pour ça que même moi, sur les réseaux, tu vois, je les incite à vraiment prendre la vague, tu vois, pour qu'on change les choses tous ensemble, tu vois. Mais du coup, ça passe par beaucoup de choses. On est d'accord, tu vois, faut, en termes de... les salaires des coiffeurs. C'est ça, ouais. C'est pas... Tu vois, moi, franchement, ça me fait chier parce que... c'est la réalité des choses. Un coiffeur, tu peux pas le payer non plus des masses. Ça te coûte. Hein. Tu sais, ça te coûte. On en a parlé tout à l'heure. Voilà, t'as un mec qui te fait 7005 de CA, tu lui donnes 2000, ça va te coûter le double, machin. Il te reste pas grand-chose après. Pour payer plus les coiffeurs, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait qu'on augmente tous nos prix. Je pense, en gros, c'est un cercle vicieux, en fait. C'est-à-dire que vous en avez parlé derrière dans la vidéo, c'était le manque de communication entre les patrons et les collaborateurs, pourquoi c'était dur de payer plus. Et maintenant, ils sont de plus en plus au courant et sont de plus en plus conscients. Mais il ne faut pas s'arrêter à là et se dire, vous me coûtez cher, donc vous ne paierez pas plus cher. Je pense qu'il faut qu'il y ait un échange commun entre les patrons et les collaborateurs et qu'ils se disent, l'histoire, elle est simple. Plus vous allez faire de CA, plus je pourrai vous payer. Mais en fait, le problème de qu'est-ce qui s'est passé avec ça, c'est qu'il y a des mecs qui ont dit ça, les gens ont fait beaucoup de CA et le salaire restait médiocre. Donc ça crée une cassure entre les collaborateurs et les patrons. Il y a un manque de confiance. Donc dans la tête du patron, c'est de toute façon, les collaborateurs, ils veulent jamais rien foutre. Et les collaborateurs, dans leur tête, c'est de toute façon, le patron, il veut s'en mettre plein les poches. Et cette cassure-là, elle est dure à fermer, cette cicatrice. Et je pense qu'il faut que j'essaie, toi comme moi, des nouveaux patrons, entre guillemets. Ouais, mais on est une nouvelle vague de patrons coiffeurs. Ouais. Il y a une grosse vague de patrons non coiffeurs. Ouais, investisseurs, ouais. Investisseurs, comme t'as dit. Stéphane, 50 ans, cheveux longs, avec des chemises blanches. Exactement. Et ce mec-là, je pense qu'il y a 2 méthodes. T'as la méthode de l'essorage. C'est la méthode, en gros, tu prends des coiffeurs, tu les fais bosser 3 mois, ils font des 60 heures par semaine, tu les essores, tu les payes au SMIC. Les mecs, tu les essores, ils en peuvent plus, et tous les 3 mois, tu changes de coiffeur. Et ton salon, il marche très bien parce que tu t'attaches au salon, les clients s'attachent au salon, pardon, et tu les essores.
tu les payes que dalle, voilà, ils font un bon CA, t'es mais content. en tant que patron, l'épanouissement, il est. Mais ces mecs-là, ils ont pas de. Tous les jours, t'as des gens qui t'envoient des messages pour se plaindre. Est-ce que je peux aussi. Tu vois, je préfère des fois en prendre moins pour moi, mais par contre me libérer et eux, tu vois, parce que c'est une pression tous les jours, en fait, d'avoir des gens qui sont pas contents de travailler chez toi. C'est horrible. Mais j'en connais plein, moi, des salons où il y a la méthode de l'essorage et voilà, il y a un turnover de ouf, ça change tout le temps. Et il y a 10 coiffeurs dans le salon, c'est l'usine, tu vois. Moi, c'est pas ma vision que j'ai du truc. Moi, voilà, je préfère être transparent avec mes salariés. Et puis on est content aussi de voir les gens qui travaillent chez toi bien gagner leur vie, tu vois. C'est ça, et même de les voir évoluer, de leur donner des opportunités, qu'ils soient heureux d'aller au taf, tu vois. Je pense que, tu vois, on a un métier qui est fatigant, et moi, personnellement, j'arrive pas à m'imaginer. Enfin, il y en a quelques-uns, mais aujourd'hui, quand je passe devant des salons de coiffure ou même des barbeurs et tout, c'est très rare que je vois un monsieur de 45 ans ou 50 ans. Ah oui, non, les gens arrêtent vite, les reconversions se font. Mais des femmes de 35, 40 ans qui pètent les plombs et qui se disent j'arrête la coiffure, c'est de la merde ce métier. Je fais des horaires de ouf, je gagne que dalle, nanana. Mais j'en connais, mais. Oui, c'est des la plupart centaines et même. des centaines. Ouais. Donc faut que ça change tout ça et ça passe par forcément augmenter les prix. Je pense qu'on y vient petit à petit. Faut les prix, les conditions de travail, il y a un truc, en tout cas il y a un truc à faire. J'ai pas la solution exacte, tu vois, parce que de dire les patrons payaient plus et les collaborateurs travaillaient plus. Parce que moi j'ai peur qu'on tombe dans un truc là aussi où il y a beaucoup ce truc de l'indépendant qui ressort. Ça veut dire qu'on en a parlé tout à l'heure. Chaque coiffeur aujourd'hui a sa personnalité et chaque coiffeur aujourd'hui est convaincu qu'il peut faire son truc tout seul. Ça peut aussi créer la perte créer la fin des salons de coiffure, tu vois. Parce que des freelances. Ouais, que des freelances, au final. Est-ce que c'est un mal pour un bien aussi après? De toute façon, si demain on arrivait à ça voudrait dire que oui, il y a pas mal de salons qui vont se casser la gueule. Ouais. Mais ils chercheront peut-être un autre système économique où ils font que de la location de fauteuils dans leur local existant. Enfin, je sais pas. Là, c'est tellement tout nouveau, tu sais, on sait pas trop comment ça va. C'est un peu bizarre, ouais. Parce qu'aux États-Unis, ça se fait beaucoup. Ouais, ça se fait beaucoup parce que ça fait longtemps que c'est comme ça et que c'est complètement différent, tu vois, au niveau des charges, les prix, tout est complètement différent. Nous, on est tellement ancré dans un système économique où on est habitué à quelque chose que là, tout d'un coup, on casse le truc et tout le monde veut devenir freelance, tout le monde machin, mais personne prend en compte sa personnalité, est-ce qu'il est capable de gérer le stress, tout ça. Enfin bref, après on verra ça avec le temps. Ça va être dans la. Après, moi, tu vois, je rencontre pas mal de gens vraiment qui me disent, moi, j'ai pas envie d'être patron. J'en suis conscient, je ne peux pas gérer un humain, mais par contre j'ai envie de bosser pour moi, tu vois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui dans la coiffure, tu peux bosser pour toi. C'est la vérité. Par contre, tu te pètes une jambe, tu te pètes un bras, t'as un problème de santé, tu fais quoi? C'est les risques à prendre, ouais. Tu vois, t'as pas anticipé. Il y a beaucoup ce truc-là aussi j'ai remarqué, tu vois, moi personnellement, je me suis toujours mouillé pour mes patrons, mouillé pour les salons dans lesquels j'ai bossé, et même avant la coiffure, je me suis toujours mouillé pour le patron. Aujourd'hui, il y a beaucoup cette mentalité de si je me la donne pas, lui s'en met plein les fouilles et tout. Mais cette personne-là, le jour où elle aura son salon, ou son commerce, etc., tu vois, elle bizarrement. va se dire putain, mais lui il se la donne pas pour moi et tout. En fait, c'est des gens, ils travaillent, ils sont collaborateurs, et puis bizarrement, quand ils passent freelance ou patron, bizarrement, ils se trouvent du temps pour un peu plus de temps pour bosser. Ouais, c'est dingue. Du coup, t'as fait pas mal de rencontres aussi dans ta carrière. T'as eu l'occasion de coiffer des personnalités, des gens un peu connus ou pas? Non, pas trop. Je me suis pas trop branché là-dessus. Je suis pas hyper fan de ça. Tu sais, j'ai toujours imaginé le truc un peu privé, donc être assez à l'aise, tu vois, quand t'arrives sur le lieu, les choses comme ça. Et vu que moi, c'est pas du tout ma personnalité. En plus de ça, j'avais toujours un peu l'image de me dire fallait que je me tienne à des caprices aussi des fois, même si la plupart du temps, je pense qu'ils sont sympas. Je peux te confirmer. Je pense qu'il y a des caprices aussi. Ouais, moi, ce qui m'agace un peu le plus, moi, avec les personnalités, ça va pas être le fait qu'ils payent pas et tout. Cette période-là, elle est passée, tu vois, les influenceurs, tout ça, même eux, ils ont compris, vas-y, il faut payer, tu vois. Tout travail mérite salaire. Moi, ce qui m'agace le plus, c'est qu'il faut être, quand t'es coiffeur, quand une célébrité te contacte, il faut que tu sois disponible. Et on a une vie, on a un travail, et même en dehors du travail, on a une vie perso. Ça veut dire que souvent, le mec, il va t'envoyer un message, il va te dire à 17h, ouais, faut que tu sois là à 19h. Tu te mets la pression, il faut que tu sois là. Parce que si tu vas pas, lui, il en a rien à foutre. Tu lui dis, je peux pas, il va même pas te répondre, il va te mettre un vu, et il va appeler quelqu'un d'autre. Il y a pas la considération, et toi, t'es là, tu te dis, putain, si j'y vais pas, je vais rater l'opportunité, parce que ça peut me faire un coup de com, un coup de pub et tout. Mais à côté de ça, si t'as déjà des clients ou t'as déjà un repas de famille ou j'en sais rien, peu importe, tu vas devoir tout annuler pour cette personne-là, tu vois. Donc moi, c'est plus ça qui me dérange. Ouais, moi, par rapport à ma personnalité, en tout cas, ça me tente pas du tout, genre. Vraiment pas.
Moi, Non. demain, c'est qui bon, t'as quand même, je sais pas moi, t'as des personnalités que t'aimes bien. Genre, quand je dis personnalité, genre, ça peut être acteur, chanteur, chanteuse, ça peut être. T'aimerais bien. Non, quand mais même, si demain il y a une star, tu vois, vraiment une star, genre. que t'apprécies. Ouais, une star que j'apprécie dans le cinéma ou un truc comme ça, et il me dit, tiens, elle a besoin, je te paye le temps pour le faire, je vais trouver le temps, tu vois, pour le faire. Mais me dire, devenir coiffeur de personnalité et faire que ça, Non, et me pas rendre faire que ça, disponible. parce tu vois. que très sincèrement, tu vois, moi je coiffe pas mal de célébrités, de personnalités, et c'est pas ce qui te fait manger, tu vois. C'est pas ce qui te fait manger. Aujourd'hui, c'est une vitrine, c'est une pub, C'est ça, ouais. et il faut faire les deux, mais ce qui te fait manger, bah, c'est ceux qui viennent au salon tous les jours, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que moi je donne beaucoup plus d'importance à ces gens-là que des personnalités et tout. Ouais. T'as rencontré monsieur Franck Provost dans ta Bah, je l'ai carrière? rencontré, ouais, je l'ai vu parce que forcément j'étais dans le groupe, donc tu sais, dans les séminaires, les machins, je l'ai croisé, ouais, exactement. Et du coup, il est comment ce monsieur? Parce que bon, nous on le voit à la télé sur les pubs et tout. Il est charismatique, hein, mine de rien. Tu vois, il a un certain âge, il est pas très grand, mais tu sais, il a une aura qui est assez impressionnante. C'est-à-dire que quand il arrive quelque part, tu vois, il y a quelque chose qui se passe, tu vois. Ouais, Mais c'est pas. T'avais une petite anecdote par rapport à ça. Ouais, j'ai une anecdote. pub. C'est une fois, je faisais une pub, donc je coiffais le capitaine de handball. Karabatic. Ouais, exactement. Donc il était venu en amont, il était là, donc je le coiffais, machin. Donc c'était lui la star pour la pub, tu vois, entre guillemets. Donc on était tous là, les caméramans, les maquilleurs, machin. On se disait c'est la star, machin. Et Monsieur Provost est arrivé un peu après, tu vois. Et quand il est rentré dans la pièce, c'était plus pareil. Tu vois, tout le monde s'est tourné vers Monsieur Provost. Et c'était sur lui que l'attention était comme s'il était plus connu que le joueur de handball, tu vois. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas parce que t'es un joueur de foot ou quoi que ce soit, c'est juste par ce que tu dégages. Tu vois, ça impose direct sur les gens. Et ça m'avait marqué. Je m'étais dit, tu vois, François, à chaque fois que tu rentres dans une pièce, pense à ça, essaye d'impacter les gens sans parler direct. C'est pas une question d'oseille, tu vois, c'est pas on se dit, tiens, le mec, il est blindé. Non, après, voilà, pour ce qu'il a fait quand même dans le milieu de la coiffure, c'est fort, tu vois. Demain, là, tu me dis, il y a Millimétro à la télé, toutes les 5 minutes, une pub Millimétro à la télé, carrément, je me dis, c'est impossible, tu vois. Ouais. Lui, d'arriver à ce stade-là. Ouais. Et justement, en fait, par rapport à tout ça, j'aimerais bien parler un peu de lui parce que forcément, les gens le fracassent, tu vois, genre dans le milieu de la coiffure. Que nous, après, nous, dans le milieu barbeur, on n'en parle pas forcément, tu vois. Nous, dans la carrément, coiffure, c'est une image, carrément, c'est, ouais, tu vas chez Franck Provost. Ouais. Mais en fait, les gens, ils le fracassent parce que pour eux, c'est lui qui a eu toutes les idées, c'est lui qui a tout mis en place, il est arrivé, il s'est dit, tiens, on va dézinguer tout le monde. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que lui, il était vraiment passionné par la coiffure. Enfin, c'était son métier de base. Et il y a juste à un moment où il y a des mecs, comme je disais tout à l'heure, qui sont arrivés en costume et qui sont arrivés, ils ont dit, mon gars, je pense qu'on peut faire du fric avec ton système, on va faire du fric. Et lui, il a dit, ok. Mais les idées un peu farfelues, les idées qu'on cassait un peu la coiffure, c'est pas Monsieur Provost. Et tu vois, aujourd'hui, il passe toujours dans les bureaux. Je sais plus, donc je sais pas actuellement, tu vois, mais nous, il passait toujours à Franklin Roosevelt, le premier salon qu'il a ouvert à Paris. Enfin, tu vois, il a plus de 70 ans, il est plus obligé, il aurait pu revendre sa boîte, prendre ses milliards et... Tu penses qu'il coiffe de temps en temps Jusqu'à encore tard, il coiffait encore des stars, hein, encore quelques stars. Après, 72 ans, bon, c'est normal que t'as envie. Mais il a toujours un pied dedans, tu vois, ça montre juste la passion parce que quand t'as pris autant d'oseille, tu peux te barrer et aller à Punta Cana. Tu vois, si tu peux y aller, tu peux partir, c'est bon, t'as fait ton truc. Mais quand tu restes, c'est qu'il y a quelque chose qui te tient. Et ce qui te tient, c'est plus l'oseille, ce que tu l'as déjà. Donc, je pense que c'était la passion. En tout cas, c'est ce que j'ai espéré garder en image de lui. Mais s'il y a un truc à dire, en tout cas, c'est que lui était vraiment passionné. Ouais. Et lui avait encore un acte, par rapport à la taille de la boîte et le numéro 1, il avait encore un acte de bravoure pour son métier. Et c'est un peu tout ce qui gravitait aux côtés, qui pour moi était un peu plus nocif. Ouais. Bon, après, à sa place, on aurait peut-être tous fait pareil. Mais on aurait sans doute fait moins bien, je pense. On aurait peut-être été moins que lui, tu vois. Donc voilà, si les gens ont un piteux état de ce monsieur, faut se dire qu'il n'est pas si mauvais que ça en réalité. Après, il a sans doute des vices, hein, comme nous tous. On en a tous. Je voulais te parler un peu aussi de la formation dans la coiffure. Ouais. Tout ce qui est CFA, etc. Moi, tu vois, ce qui me fait un peu... ce qui m'embête un peu aujourd'hui, c'est que quand je vois des clients que je coiffe qui sont en école de commerce, en médecine et tout, c'est, tu vois, un peu la fête tous les week-ends, ça organise des soirées, des BDE, il y a des concerts et tout. Et nous, on est là dans le CFA. Ouais. En fait, ça rejoint un peu tout le sujet de la société aujourd'hui. Tu regardes l'état des hôpitaux, des écoles, des CFA. En fait,
quand on quitte le collège, on a 14-15 ans, tu vois, on a envie de rêver, tu vois. Et moi, je me rappelle quand t'allais dans les grands parcs expo, t'avais toutes les écoles, t'avais des stands. T'avais des stands d'écoles de commerce, des machins, des mecs qui t'accueillaient, ils étaient clean, ils te montraient des photos de l'école, t'avais des tables de ping-pong, des trucs comme ça quand t'as 14 ans. Non, mais c'est mine de rien, ça te faisait rêver. Et pourquoi moi j'ai choisi une école privée pour faire le CAP coiffure? C'est parce que c'était une école privée, donc forcément c'était payant, mais c'était pas accès à tout le monde, mais c'est dommage. C'est une école payante, donc forcément avec des services, une qualité, un endroit, il y avait un stand de coiffure dans le machin, tout était beau, tu vois, parce que c'était privé, je suis arrivé en CFA pour le brevet professionnel. En intercours avec des classes de boulanger et de... Non mais tu rigoles. Non mais oui, parce que je suis vraiment passé par le... En fait, moi j'ai fait comme toi, j'ai fait école privée, ensuite j'ai fait CFA et j'ai pris la gifle aussi, tu vois. Ah ouais. T'es là, t'es habillé, tu dois t'habiller comme ça, chaussures pointues, machin, truc. Bon, après c'est le professionnel entre guillemets, mais ouais, tu te retrouves avec un mécano, avec un boulanger, avec un... Et ouais, t'as les plafonds, ils se cassent la gueule. Ça fait pas rêver le CFA. Les profs, je pense qu'ils sont sortis d'école, ils ont été profs ici direct, ils ont jamais quitté ce lieu-là, c'est leur deuxième maison. Un peu. Donc ça donnait pas envie, tu vois. C'est-à-dire que tu commences la vie, on t'apprend un métier pour ce que tu vas faire jusqu'à 64 ans, et le premier truc où tu mets le pied dedans, ça donne pas envie déjà. Ah, bah du coup, tu sors d'école, déjà, tu t'es dit, putain, c'est... Tu vois. Donc c'est soit t'arrives toi à toi-même à te créer des envies, à créer des trucs bien à côté et à dire bon c'est pas grave, je suis bien conscient que là ça c'est pas la vraie vie. Soit comme la plupart, je pense, je sais pas toi, mais moi si je fais le bilan des meufs qui étaient avec moi dans la classe aujourd'hui qu'est-ce qu'elles font? Elles ont arrêté. Ah ouais, ils ont arrêté, c'est obligé. Et moi dans ma classe il y avait même des filles qui étaient là par dépif. C'était en mode bon moi je suis là parce qu'on m'a dit que j'étais nul à l'école et du coup on m'a mis dans un CFA et il fallait choisir entre ongles et coiffure. Ouais. Ok. Et du coup, la plupart ont arrêté, tu vois. Ouais, alors que même, tu vois, même à ces filles-là qui éventuellement n'avaient pas fait ça par choix ou par envie, mais si au moment de l'école, elles auraient peut-être juste des clics, tu vois, parce qu'à 16 ans, t'es un peu bête, machin. Si on leur avait donné envie, peut-être qu'elles se seraient dit, putain, ok, j'avais peut-être pas fait ça par passion, mais maintenant que j'y suis, je kiffe. Ouais, le milieu est top. Ouais, parce qu'en plus, avec Sergio, on en discutait de ça. Dès qu'on arrive au CFA et tout, on te décourage direct. Ouais, c'est un métier, c'est dur. Les profs, elles sont en PLS. La plupart, elles ont fait 20 ans de coiffure. Elles sont en PLS, laisse tomber. Donc, ouais, en fait, le CFA, il te donne pas envie, en fait. Non, pas du tout. Donc là, c'est soit t'as la mentale, soit t'arrêtes. Hein. Ouais. Et en plus, pour en revenir aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, je pense qu'il y a eu une vague d'indépendants. Parce que, au CFA, tu te formes. Toi, je pense que l'école, ça t'a beaucoup servi pour ce que tu fais aujourd'hui. Moi, personnellement, en termes de pratique... Non, pour la pratique, ça m'a rien apporté. Moi, ça m'a apporté un cadre, parce que moi, j'étais à l'école jeune. Ouais. Donc, tu sais, moi, si à 16-17 ans, j'étais pas à l'école... tu as fait des bêtises comme tout le monde. Exactement. Donc, moi, ça m'a apporté un cadre jusqu'à l'âge, pour moi, tu deviens mature, et vraiment mature, aux alentours de 20-21 ans, en tout cas pour un garçon. Donc avant ça, il fallait pas que je quitte l'école. Donc moi, l'école, c'était bien, c'était un cadre. Donc, j'avais des horaires, j'avais des devoirs, j'avais des... Enfin, tu vois, mine de rien, ça m'a mis dans un truc où pendant 4 ans, j'étais enfermé là-dedans. Et à 21 ans, je suis sorti. Bon, là, j'avais l'âge de comprendre les choses, de prendre mon appartement, de travailler, d'avoir un salaire, d'aller faire un caddie de course, tu vois. Ouais, donc ça a apporté vraiment un cadre. Après, quand même, au CFA, c'est beaucoup porté sur la coiffure femme, etc. Ouais. Ça t'apprend les bases. Donc ça peut quand même te servir si tu veux faire de la coiffure mixte. Mais imagine, par exemple, quelqu'un comme moi qui arrive dans un CFA. Moi, je vais être barbeur, je vais être coiffeur homme. Et on me dit, coiffeur homme, c'est facile, t'as pas besoin de voir ça à l'école. On te dénigre le métier. En gros, direct, c'est que on va pas se mentir, le milieu barbeur, c'est quand même vachement arrivé des États-Unis, des trucs comme ça. Et en fait, nous, quand on apprenait la coiffure française. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui arrive mais comment t'expliques aussi que tu vois pas les cheveux afro? Mais c'est pareil, c'est parce qu'en gros, quand ils ont basé l'éducation de la coiffure, ils se sont dit, tu sais quoi, on va faire une formule où on va apprendre à faire ça, ça et ça. C'est la coiffure en France qu'on voit plus. Donc cheveux longs, cheveux courts, couleur, balayage, couleur, maintenant. On va apprendre à faire ça. Permanente, mise en pli. Ouais, mais c'est parce qu'il y a 50 ans, c'est ce qu'on faisait, tu vois. On va pas se mentir, les choses, elles ont évolué. Pour les hommes, il y a eu une culture américaine qui est arrivée, donc des coupes différentes. Donc ça, ils l'ont pas inclus. T'as aussi la population en France qui a changé, qui a complètement changé, donc t'as des textures de cheveux complètement différentes. Ça, c'est pareil, ils l'ont pas inclus. Et mais moi qui est jeune, tu vois, j'ai pas appris, tu vois. Et aujourd'hui, je suis face à un mur quand je suis face à un cheveu afro, par exemple, sur une femme. T'es pas à l'aise, pas te mentir,
je suis pas encore à l'aise, tu vois, et je sais que ça va me demander de l'expérience et de la formation pour être vraiment bon là-dedans, tu vois. Mais on est en retard du coup, parce qu'il faut que... Mais ça revient toujours au fait que pour moi, dans la coiffure, tu ne peux pas être bon partout. Il faut avoir des spécialités, tu vois. Encore une fois, on en parlait tout à l'heure, il y a des kinés, des ostéos, des médecins généralistes, etc. Et dans la coiffure, pour moi, ça doit être pareil. Tu dois arriver en formation et pouvoir te dire, je me spécialise là-dedans. Et ensuite, si tu as envie de te spécialiser dans tout, et bah tu dis, bah je fais, par exemple, je sais pas, il y en a, ils font plusieurs masters. Bah là, tu fais plusieurs fois, tu fais cheveux afro, tu fais barbe, tu fais coloriste. Ça commence un peu, il commence à y avoir plus. Il commence à y avoir de plus en plus. Ça pourrait être une bonne chose, tu vois. Ah ouais. Et même après aussi, ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai l'impression, et d'ailleurs, s'il y a des profs qui veulent participer à l'émission, ça serait avec grand plaisir. C'est que j'ai l'impression qu'il y a des profs aujourd'hui qui ne veulent plus se former et elles sont la plupart en mode il ou elle, hein, en mode moi c'était comme ça à mon époque et ça restera comme ça, tu vois. Ouais, puis on va se mentir, hein, les coiffeurs qui sont devenus profs en SCFA, ils se sont pas dit tiens, je suis tellement passionné de vouloir transmettre à des jeunes que je vais faire ce métier-là. Ils ont rallié à être coiffeuse, à rallier le fait, on va pas se mentir, d'avoir la vie de prof aussi, entre guillemets. Ils ont pas fait ça par passion, à se dire, putain, je vais le transmettre, on va faire évoluer les choses et tout ça. Ouais, moi, tu vois, j'ai une petite anecdote. Quand j'étais dans une école privée, où j'ai passé mon CAP, on avait un salon d'application dans l'école, tu vois. Donc, en gros, le système, il était un peu frauduleux, je trouvais. Tu vois. Et moi, je suis un peu comme toi. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'entrepreneuriat, etc. Et j'avais 19 ans et j'ai compris le vice de l'école tout de suite. Ça veut dire qu'en gros, tu payais ton école. C'était 6 ou 7 000 euros l'année. T'allais pas en alternance, comme les autres du CFA. Tu faisais ta formation dans l'école. Il y avait un salon d'application dans l'école. Donc, le matin, t'avais cours. L'après-midi, t'allais coiffer dans le salon de coiffure. C'était payant, donc les clients payaient. Je me suis dit, mais ils sont gagnants partout, eux. Tu vois. Et en plus, je faisais que des mises en pli permanentes. J'ai fait des balayages, etc. et tout. Et c'était un peu la guerre avec mes profs parce que souvent, je séchais pour aller coiffer à domicile ou chez moi. Et je leur disais, tu vois, moi, je préfère faire ce que j'aime que vous donner de l'argent à vous, tu vois. Parce que moi, j'étais pas fou. Je leur disais, je paye mon école et en plus de ça, je paye un... C'est pour ça qu'après, je suis parti en CFA. Mais j'ai une petite anecdote qui est un peu marrante, c'est que je m'embrouillais toujours avec une prof. Et elle me disait, ouais, de toute façon, la coiffure homme, c'est facile, y a rien d'extraordinaire. La tondeuse, c'est de la merde, nanana. Et un jour, j'étais en cours, tu vois. Et en fait, il y avait deux groupes. Le matin, il y avait un groupe qui allait dans le salon d'application. Et l'après-midi, il y avait un autre groupe. Moi, le matin, j'étais en cours. Et il y a un élève qui vient, qui rentre dans la classe et il me dit, ouais... pour ceux qui savent pas mon prénom, c'est Kevin. Il me dit, ouais, Kevin, faut que tu ailles au salon d'application. La prof, elle t'appelle parce qu'il y a une fille, elle a fait un trou avec le ciseau dans la tête d'un monsieur. Et c'est chaud, tu vois. Genre, elle a fait un trou à blanc. Il me dit, ouais, t'as tes tondeuses et tout. La prof, elle demande si t'as tes tondeuses. Et je lui dis, non, je les ai, mais je viendrai pas. Parce que soi-disant, c'est facile, elle a qu'à le faire. Si elle veut, je lui prête mes tondeuses. Et la prof, elle revient. Elle s'est excusée devant tout le monde. Elle m'a dit, ouais, je suis désolé et tout, est-ce que tu peux venir, hein? Et on a eu une discussion après. Elle m'a dit, voilà, j'avoue que pour les dégradés à blanc... c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Donc je lui ai dit, faut pas dénigrer, tu vois. Moi, je suis incapable de faire un balayage. Toi, t'es incapable de... Ça aurait été ouf quand même que par ego, elle se chauffe, elle se dit, c'est quoi? Je lui ai dit ça, J'aurais pleuré de rire. J'aurais pleuré de rire parce qu'elle l'aurait bousillé. Mais bon, après, franchement, je dis la vérité, hein. Le mec, il avait un trou. Ouais. J'ai rattrapé, tu vois, mais j'ai fait un dégradé à blanc. Si t'as pas les tondeuses, si t'as pas le matos, c'est mort. Tu peux me dire ce que tu veux. La prof, je lui ai sorti un shaver, elle m'a dit, c'est quoi ce truc de fou là? Elle sait même pas ce que c'est un shaver, tu vois. Donc je pense que les mentalités, faut qu'elles évoluent, tu vois, dans la globalité, et faut qu'on tire tous dans le même sens. Surtout pour la formation qui est le début et la base du truc. Faut pas qu'on foute des gens dans un CFA en se disant, bon, eux, sont pas c'est pas des lumières, on va les foutre là-dedans et on verra ce que ça donne. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de reconversions professionnelles. Il y en a un tas. Oui. Mais tu vois, c'est aussi dommage de se dire que... je trouve que, tu vois, 16 ans, c'est tôt. Tu sais pas ce que tu veux faire à 16 ans. Et même moi, tu vois, à 16 ans, je pense que je me serais pas lancé dans la coiffure directement. Je me serais dit, tu vois, sur conseil de mes parents aussi, ils m'ont dit, va dans un
dans une filière générale. Et ensuite, si tu as vraiment envie de faire un truc manuel, c'est plus facile de passer de général à manuel que de manuel à général. Tu vois. Ouais. Parce que les niveaux d'études, aujourd'hui, ils ont... Ouais, ça dépend aussi de... En fait, ça dépend de ta détermination. Tu vois, moi, quand je suis rentré à 16 ans, je savais direct que... Ouais, mais parce que tes parents étaient là-dedans. Tu vois, Ouais, moi, j'étais j'avais rassuré par aucune rapport à ça. vision du truc. Ouais. Moi, je te dis la vérité. Hein. On m'a dit, ouais, t'as des notes, elles sont moyennes, faut que t'ailles en pro. Moi, j'ai dit, vas-y, je vais en pro. On m'a dit quoi? Tu vas gagner de l'argent à 16 ans et tu vas pas avoir trop cours, tu vas être en entreprise. Let's go. Je suis rentré chez moi, j'ai dit à mes parents, je vais Allez, faire en pro. Ils m'ont dit, mais jamais de la vie, en fait. Tu vas faire pro quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire mécano? Tu vas faire quoi? Tu sais même pas ce que tu veux faire. Ouais. Donc, ils m'ont dit, va en général, et au final, ils ont eu raison, parce que plus tard, j'ai eu cette vision du truc, et je me suis dit, ouais, bah, je veux vraiment faire un truc manuel. Mais à 16 ans, je savais pas du tout. Ouais, Ça se moi, trouve, c'est j'aurais vrai fait que j'avais mes plomberie, parents, méca. donc ça m'a facilité mon esprit, on va dire. Bah, c'est trop bien. On va faire un petit pont aussi sur les réseaux sociaux. T'as complètement explosé là ces derniers temps. On voit ta tête un peu partout, surtout dans le fil d'actualité. T'as une manière assez particulière de filmer tes vidéos et tout. Est-ce que ça t'est venu comme ça ou en mode tout est préparé, tout est... J'ai posté ma première vidéo le 25 janvier là, de cette année, donc il y a un petit peu plus d'un mois. J'ai posté une vidéo comme ça, tu vois, où je sais plus ce que j'avais. J'ai eu un client, il m'a demandé un nom de coupe, je savais pas ce que c'était. Je me suis dit, tu sais quoi, je pense qu'il y a d'autres gens qui pensent comme moi, donc je vais publier ça comme ça en mode un peu ras-le-bol, tu vois. Et je vois la vidéo, elle est repartagée à blog, tu vois, les gens ils commentent, ils like, ils disent putain, je suis grave d'accord avec toi, machin de ça. Et je me dis, putain, les gens ils ont kiffé ça, mais je me suis dit, mais ça, des trucs comme ça là, et j'en ai des milliers à vous raconter. Parce qu'en fait, on est tous différents. Il y a un truc qui est commun, c'est le contact clientèle, les anecdotes de ce qui nous arrive. On a tous la même chose. Et tu vois, ça fait que tu sois le moins bon, le meilleur, tu sais, on a tous eu un moment des moments de flottement, des trucs qui nous ont saoulés, énervés, tout ce que tu veux. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais le raconter. Mais je me suis dit, j'ai pas envie de chercher à faire un feed Instagram ou, tu vois, j'ai pas envie qu'on me suive parce que je suis sur la plage torse nu, machin, ou tiens, je vais bien me coiffer pour être bien, je vais bien mettre la bonne lumière et tout ça. J'ai vraiment envie que les gens ils regardent mes vidéos et ils écoutent juste ce que je dis, tu vois. Mm-hmm. Donc, des fois, je suis même pas coiffé comme ça, je me coiffe un peu mal, genre, je sors, j'ai les cheveux mal mis, je suis mal, je mets d'un côté où ça fait pas bien, parce que au moins les gens ils se concentrent vraiment sur ce que je dis, tu vois, et je trouve ça encore plus drôle, tu vois. C'est trop marrant. Moi, parce que si on me voyait, tu vois, avec des LED sur les côtés, assis sur une petite chaise, bien installée, et tu vois, et que je te regarde la caméra comme ça, et que j'explique, tu vois. C'est pas pareil. J'ai vu d'autres vidéos des gens qui essayent de faire des trucs drôles, tu vois, et je trouve que ça casse, en fait, la spontanéité. Voilà, comme t'as dit, c'est spontané, c'est naturel. Et je pense que les gens, ils s'identifient beaucoup à ça. Et tu sais, même, en fait, ça crée une proximité avec toi, tu vois. Exactement. On a l'impression, du coup, qu'on te Puis je parle comme eux, tu vois. Ouais, pareil. T'es là en mode, moi, t'es mort. Non, mais je parle comme les gens. Et du coup, ça passe drôle, c'est ce que je te disais la dernière fois. En plus, tu sais, il y a des fois où, enfin, moi, la première chose que je me dis avant de publier la vidéo, c'est est-ce que ça va blesser personne? J'essaye même pas de savoir si ça va faire rire. Je me dis, j'ai vraiment pas envie de blesser personne. Et tu sais, des fois, je vais titiller des gens, tu vois, sur les salons bio, C'est trop marrant. Et je suis ravi parce que les premières personnes qui rigolent, c'est ceux qui travaillent dans les salons bio ou qui ont ouvert des salons bio. Ils t'envoient des messages. Ouais, mais t'as grave raison. En plus, c'est vrai, j'ai ça dans mon salon, ça sent vraiment ça, ou c'est comme ça. Et ça me fait grave plaisir parce qu'en fait, ce que moi, je veux surtout, c'est faire rire tout le monde. Et surtout pas essayer de dire, tiens, je vais piquer un tel aujourd'hui, quoi que ce soit. Au contraire, je veux que tout le monde soit inclus et surtout blesser personne. Et là, les gens ont bien capté ça. Et maintenant que j'ai trouvé ma branche de manière de rigoler, voilà, je lance tout ce que j'ai, toutes les anecdotes, tu vois. Et puis en plus, je sais que les gens, du coup, ils ont un peu ce truc quotidien. Le soir, t'es fait une dure journée. C'est quoi ton rythme de vidéo? Tu t'en fous? Tu peux sortir 2 vidéos par jour? Non, je me tiens à une vidéo par jour, tu vois. En fait, je me suis dit... t'essayes de mettre une vidéo par jour quand même? J'essaye de mettre une vidéo par jour. En fait, en gros, moi, je vais pas mentir, ça me prend pas de temps, j'ai pas de préparation. C'est-à-dire, je termine mon client, je prends mon téléphone, j'essuie la caméra pour pas que ce soit trop flou. Je la colle comme ça, je raconte un truc en 1 minute 30. Je fais un montage, je coupe les vidéos en 1 minute 30. En 3 minutes, la vidéo, elle est faite. Je mets un titre dessus et je me dis, en fait, les gens, ils rentrent chez eux le soir, ils se regardent leur petite vidéo de la journée et peut-être qu'aujourd'hui, ils ont eu un tel aussi qui leur ont fait chier comme ça, ou il y a eu un tel, ils ont eu ce problème-là sur cette cliente, ou il y a eu ça. Et je me dis, tous les soirs, ils ont leur petite anecdote, tu vois, et ça les dit, putain, merde, je suis pas tout seul, ou quoi, tu sais, ça rallie un peu, tu vois, parce qu'on veut toujours tout monter, tu vois, tu regardes les Insta des gens, ils mettent leur plus belle couple, c'est les ambiances dans les salons, c'est toujours top, machin, tout se passe hyper bien. C'est vrai, t'as raison. Mais la vérité, c'est que pour tout le monde, on a des petites galères, pour tout le monde, on a des clientes un peu chiantes et tout ça. Et je trouve que de créer de l'humour autour d'une profession, je trouve ça top, tu vois. Non, ouais, en vrai, c'est trop marrant parce qu'en plus, ça parle à tout le monde. Et comme je t'ai dit, toi, t'as cette chance-là d'être au milieu de tout l'univers.
parce que tu touches un peu à tout. Et en plus de ça, parce que je trouve, tu vois, maintenant je suis coiffeur à Paris. Et c'est vrai que du coup, quand t'es à Paris, des fois, t'as un peu un regard un peu méprisant sur le reste, tu vois. Sauf que moi, jusqu'à 18 ans, j'ai grandi dans un bled, il y avait moins de 1000 habitants, tu vois. Il y avait 5 jeunes tu vois. Donc j'ai grandi dans les milieux ruraux, tu vois. Donc, et maintenant, quand je suis arrivé à Paris, je voulais casser ce truc aussi on est coiffeur à Paris, on est forcément meilleur. En fait, non. Maintenant, je vois les salons, il y a des salons en province qui sont incroyables et tu vois, et je veux aussi casser un peu cette image et cette barrière entre la capitale et le reste de la France qui est complètement ridicule. C'est bien parce que toi t'es légitime pour en parler. Moi, si j'en parle, les gens ils vont me dire ouais, t'es un malade de dire ça. Mais en plus de ça, si demain je prends un mec qui est né à Paris, qui a vécu toute sa vie à Paris, tu vois, s'il parle du reste de la France, il y aura toujours un petit côté pas moquerie, mais c'est pour ça machin. t'es légitime tu peux en parler. C'est ça qui est bien. Du coup, c'est de l'impro. Ah, mais c'est de l'impro pur et dur. Impro total. Mais c'est-à-dire qu'en fait, là, tu vois, je suis avec toi et je vais me dire, putain, mais j'ai oublié de... La dernière fois, il y a une cliente, elle m'a fait ça comme réflexion. Vas-y, je pense qu'il y a d'autres gens qui ont eu cette réflexion-là. Là, je vais sortir, je vais prendre mon téléphone, je vais la filmer en 1 minute 30. En fait, je la fais en direct. Des fois, j'ai 30 minutes de coupe-homme. Je termine mon client en 25 minutes. Les 5 minutes qui me restent, je vite fait, je sors dehors, je monte mon manteau en 2 spies et je vais faire la vidéo. Non, c'est trop lourd. J'espère que ton concept, il va durer dans le temps. T'as pas peur que ça s'essouffle un peu après? Bah forcément, il y a un moment, c'est surtout les sujets, tu vois. Je pense, je peux tout te raconter, tu vois, si tu me demandes. Mais ça va être les sujets. Et les sujets, il y a un moment où je vais me limiter. Donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je vais essayer, je pense, par l'humour après, de faire d'autres choses. De faire monter la profession, à moins humble niveau, bien évidemment, mais d'avoir un impact aussi positif pour la coiffure, la montrer d'un autre domaine. J'essaie aussi de me tâter peut-être à pourquoi pas faire un petit spectacle aussi, tu vois. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, j'ai eu un contact en lien avec la coiffure? Ouais, en lien avec la coiffure, un truc d'humour, tu vois, avec où t'aurais que une clientèle de coiffeurs et de coiffeuses. Genre en mode sur scène? Un peu sur scène, tu vois. Ça peut être gaulerie de fou. Tu vois, faire j'y pense, j'y réfléchis je prendrai ma place. à faire tout ça, tu vois. J'essaye de trouver ce créneau aussi là. Je pense à plein de trucs, mais je m'éparpille pas pour l'instant. Je reste là-dedans, j'ai des trucs à raconter. Moi, l'idée, c'est pas du tout de convertir mes abonnés forcément en oseille et puis après faire des placements de produits et qu'on m'en dise tiens, François, on va te donner un chèque de 1 000 €. Est-ce que tu peux me dire que ça, c'est super? Non, voilà, je respecte les gens qui me suivent. Ils m'ont suivi pour quelque chose de précis, voilà, pour de l'humour. Et les gens, ils viennent se détendre quand ils passent sur ma page. Ils n'ont pas envie d'avoir des stories de coucou les loulous, aujourd'hui j'ai un shampoing à vous vendre, tu vois. Donc, bon, après, voilà. Ça pourrait, mais. Ça pourrait, mais si dans le qualitatif, quoi. Ouais, voilà, où j'aimerais être très, 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 très sélectif et je voudrais pas juste le faire pour l'oseille, tu vois. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas du tout l'idée. Bah écoute, je te souhaite que de la réussite pour la suite. C'est quoi tes futurs projets là, à court terme, à long terme? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette fin d'émission là, du coup pour être très honnête, en ce moment, je suis un peu branché sur ma vie personnelle. Ouais. Je suis un peu branché, j'ai envie de me trouver une stabilité personnelle. Voilà, j'ai été jeune, donc j'ai vécu, j'ai changé d'appartement, j'ai machin, ceci, cela. Là, j'aimerais bien me poser, tu vois, avec ma nana, me trouver, peut-être savoir, je sais pas, bouger un peu. Voilà, je me concentre un peu sur ma vie professionnelle, parce que tu sais, quand tu te concentres beaucoup sur ta vie professionnelle, tu prends beaucoup de temps sur ton énergie, Tu perds des moments aussi de ta vie personnelle. Ouais. Et là, j'aimerais bien me recentrer un peu là-dessus, tu vois. Vraiment, pour créer une famille, pour, tu vois, tout ça. C'est beau. C'est beau, voilà. Et en vrai, je te souhaite... C'est important. Je te souhaite que du bonheur et de la réussite. Merci beaucoup. J'ai une petite question qu'on se posait aussi avec mes gars, là. Ouais. C'est vraies dents ou fausses dents? Fausses dents. Elles sont incroyables, tes dents. Elles sont incroyables. Voilà. J'ai Lil Z qui m'a dit... tu sais, il regarde tes vidéos, il dit... Tu sais, je lui montrais ton compte. Il me dit, putain, ces dents, elles sont incroyables. J'ai dit, mec, mais elles étaient pas pourries à la base. Ouais. J'avais des dents normales. Mais d'ailleurs, mon dentiste, il est dans le 5e. Il est à côté, là. Mec, incroyable. Moi, et en fait, j'ai eu une opportunité de les faire pour pas trop... voilà, c'est bien, voilà, c'est fait. Et je me suis dit, tu sais quoi, les dents, c'est à vie. Tu sais que ça rajoute un truc sur tes vidéos. Ah ouais? Mais de ouf. Mais mec, ça attire grave le regard. J'étais là en mode, mais c'est des vrais. Ouais, c'est des facettes, ouais. Bah écoute, je te laisse le mot de la fin.
En tout cas, merci beaucoup à toi de m'avoir accueilli et de m'avoir donné la parole. Franchement, c'était un plaisir. C'était important aussi pour moi de me montrer dans un autre mode. Tu vois, tu me vois qu'en rigolade, donc les gens. C'est ça. Là, les gens ils vont te découvrir. Ouais, mais m'apprendre à me connaître en plus. Et même moi, tu vois, je suis le premier à te découvrir. Exactement. Autrement. Et puis, en tout cas, ce que tu fais, c'est grave cool et je te souhaite plein de vues, plein d'abonnés, plein de gens intéressants parce que, c'est forcément des gars comme toi qui font monter le taf. Donc, ça fait plaisir. J'espère que ça va bien marcher pour toi. Et puis même moi, de mon côté, à mon niveau, j'ai essayé de maximum diffuser tout ça. C'est trop cool. Et écoute, on tire tous dans le même sens, ça me fait plaisir. C'était le 3e épisode de Cut It. Aujourd'hui, on est avec François. Et je vous demande pas grand-chose, juste de vous abonner à la chaîne, de partager un max les vidéos, de liker, de continuer de donner de la support, de commenter. Moi, j'y gagne rien, personnellement, à faire ce genre de vidéos. Et là, il est quoi ? Il est 22h là, 22h30. On vient de finir notre journée de taf. François, il est là. Tous les invités viennent, jouent le jeu. Et voilà, le but, c'est de tirer tous dans le même sens et de faire évoluer ce métier et qu'on puisse tous vivre correctement de cette belle passion. Et voilà. Et préparez-vous, parce qu'il y a plein de dingueries qui arrivent. J'ai raconté que des conneries. Là, tout le monde va en prendre pour son grade. Là, préparez-vous. C'était Cut It. Ciao. Ciao.